Bonjour à tous et à toutes, c'est Stéphane de CRC Bois. Alors bienvenue dans mon atelier. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, alors la vidéo FAQ. Je vous avais promis par rapport à l'organisation du jeu concours que j'ai fait il y a quelques semaines de vous répondre dans une vidéo. Alors au départ ça devait être dans la vidéo de tirage au sort, mais vu le nombre de questions que vous m'avez posées, je crois qu'il y en a un peu plus de 400. Donc vous voyez, ça m'a fait super plaisir parce que vous avez vraiment joué le jeu et puis j'ai eu plein de questions, des questions diverses et variées, des questions qui s'orientent autour de 4 thèmes principaux, on va dire. Un thème sur mon parcours professionnel, un thème sur l'atelier et puis le matériel, un thème sur YouTube et des partenariats s'il y en avait, et puis un dernier thème, les projets et puis mes sources d'inspiration. On va passer donc au premier thème, mon parcours professionnel. Donc c'est parti, installez-vous confortablement dans votre canapé parce que la vidéo risque d'être un petit peu longue. Prenez un bon petit café et puis on passe au premier thème. Alors le premier thème, parcours professionnel et comment j'en suis venu à travailler au niveau bois. Alors mon métier n'a absolument rien à voir avec le métier du travail du bois puisque je suis technicien de maintenance industrielle. Alors c'est un métier que j'exerce depuis une bonne vingtaine d'années. Alors j'ai commencé à faire des études dans le tournage et le fraisage sur les machines qu'on va dire conventionnelles pour le travail du métal. Et puis je me suis orienté sur les métiers de l'industrie et de la maintenance parce qu'à l'époque il y avait pas mal de débouchés dans ce domaine. Donc c'est un métier que j'exerce depuis une vingtaine d'années, c'est un métier que j'ai exercé pendant 10 ans dans une première entreprise et puis les aléas d'une vie professionnelle ont fait que mon entreprise s'est libérée de certaines personnes pour faire un petit peu de place dans l'entreprise, on va dire. Donc je suis parti en fait dans un autre métier alors qui n'a rien à voir avec ma formation de base puisque c'est un métier que je ne connaissais pas. En fait, j'ai géré pour le compte de mon département l'entretien et la rénovation de collèges au niveau tout corps de métier. Le métier de maître d'œuvre, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un métier qui, en fait, encadre et gère des travaux, alors des travaux divers et variés dans les métiers du bâtiment, alors notamment pour faire des cours en enrobé, pour faire des portails, des clôtures, pour rénover des toitures qui seraient endommagées, usagées, pour faire de l'électricité, de la mise aux normes, de la peinture dans les locaux, du carrelage, enfin vraiment tout corps de métier. Donc c'est un métier que moi j'ai vraiment aimé faire puisque en fait il m'a donné la possibilité de rencontrer énormément de monde, d'artisans, de personnes travaillant dans le métier du bâtiment. Alors je suis un peu issu quand même de ce milieu puisque mon papa était artisan maçon, mon frère est artisan maçon, donc j'ai toujours été un peu baigné dans ce milieu-là. Donc voilà, c'est un métier au niveau des travaux qui moi me plaît beaucoup parce que voilà, j'aime un petit peu bricoler, j'aime construire. C'est vraiment un métier pendant 5 ans que j'ai adoré faire et idem. Les aléas d'une vie professionnelle ont fait que j'ai été obligé de changer de métier et je suis retourné donc à mon métier d'origine, c'est-à-dire la maintenance industrielle que j'exerce encore actuellement. Alors je travaille dans une entreprise qui a des horaires décalés, c'est-à-dire que je travaille en 3-8, c'est-à-dire 5 heures du matin, 13 heures, 13 heures, 21 heures et 21 heures, 5 heures du matin, où j'exerce le métier de technicien de maintenance. Question suivante, est-ce que ton métier te laisse du temps pour exercer ta passion? Alors oui, il me laisse du temps puisque comme je suis en horaire décalé, par exemple si je travaille de 5 heures à 13 heures le matin, j'ai un peu de temps pour moi l'après-midi. Idem lorsque je suis d'après-midi, un peu de temps pour moi le matin. Et puis quand je suis de nuit, bon, bien entendu, il faut que je dorme un petit peu, mais voilà, je peux travailler un petit peu dans la journée, ce qui me permet de pouvoir avancer sur mes projets. Question suivante. Alors, comment es-tu arrivé et appris le travail du bois? Alors, quelle formation tu as, etc. Alors, je n'ai pas de formation, puisque j'ai une formation de technicien de maintenance industrielle. Je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi. Moi, je suis comme issu je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis issu d'une famille de personnes du métier du bâtiment qui m'ont donné le goût du travail manuel. Je sais pas, alors mon papa lui faisait pas de menuiserie, on en faisait très peu, mais il en faisait un petit peu, mais c'était pas vraiment son cœur de métier. Lui, ce qu'il aimait, c'était couper le bois en forêt pour pouvoir se chauffer. Et puis, d'ailleurs, je vous donnerai quelques petites explications sur le stock de bois que je peux avoir actuellement. Donc oui, c'est quelque chose que j'ai toujours en moi, je pense. J'ai toujours en moi. C'est, je sais pas, c'est comment vous dire. Peut-être, non, il n'y a pas eu de phénomène déclencheur plus que ça. J'ai l'impression que ça a toujours été quelque chose que j'avais envie de faire. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le travail du bois et depuis combien de temps? Alors le plus dans le travail du bois, c'est vraiment la matière, le bois. C'est quelque chose de chaleureux. C'est quelque chose qui donne une ambiance, je trouve, dans une maison. Une ambiance, oui, oui, chaleureuse. J'aime beaucoup aussi l'odeur, les essences de bois. Alors
au fur et à mesure du temps, c'est vrai que j'ai un tendance à peut-être un petit peu moins, avoir, cette odeur du bois, mais je sais que, par exemple, quand mes enfants viennent à l'atelier, quand ils viennent me voir, ils me disent toujours: «Waouh papa, ça sent super bon, ça sent une odeur de bois». C'est vrai que je pense qu'à la longue, on finit par s'y habituer et on finit par, bah, ne plus avoir, cette odeur. Mais en tout cas, moi, j'adore vraiment, travailler le bois. J'adore, ce côté esthétique, ce côté chaleureux, enfin, c'est quelque chose, oui, que j'aime. Question suivante. Est-ce que tu envisages de te professionnaliser dans le domaine du bois dans un avenir plus ou moins proche? Alors, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup, mais c'est pas facile. C'est pas facile de vivre des métiers du bois. Parce que, voilà, avec aujourd'hui la société telle qu'elle est faite, les grandes enseignes, les grands magasins, il est possible de trouver du mobilier à des prix défiant toute concurrence. Et je pense que pour quelqu'un qui travaille le bois, c'est pas facile de pouvoir vendre à un prix raisonnable pour pouvoir se dégager un salaire, pour pouvoir bah, se sortir dans la vie et pouvoir faire vivre sa famille. Donc je sais que c'est quelque chose qui, moi, me botte, c'est une évidence. Mais est-ce que ça sera une activité à plein temps ou est-ce que ça sera une activité secondaire? Je ne sais pas. Je pense que je m'orienterai un jour, si jamais je saute le pas, vers une activité peut-être secondaire. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, puisque je réalise des projets pour moi, ma famille et puis pour les amis proches. Donc oui, quelque chose que je réfléchis bien évidemment. Alors je ne sais pas d'ailleurs si j'en aurai réellement les capacités, parce que n'ayant pas de formation, j'ai pas de diplôme, est-ce que c'est possible de s'installer sans diplôme? Je ne sais pas. D'ailleurs, c'est une question que je me pose. Si vous avez les réponses, n'hésitez pas aussi à apporter quelques réponses dans les commentaires. Ça me permettra peut-être de pouvoir avancer de ce côté-là aussi. Quelles sont tes autres passions? Alors, j'en ai aussi beaucoup d'autres, mais le travail du bois a pris le pas sur toutes les autres passions aujourd'hui. Je n'exerce plus ces autres passions. Alors, j'avais la passion du sport, alors de faire du vélo, alors vélo de route ou VTT. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup faire parce que dans ma toute première entreprise, on avait monté une association de vélo et on faisait des sorties vélo entre collègues et entre copains et c'était super agréable. Alors, je n'exclus pas un jour de le refaire parce que j'ai toujours mes vélos. Maintenant, il va falloir que je lâche un petit peu le côté bois pour pouvoir refaire justement cette activité. Et puis, j'ai une passion que j'ai depuis quelques années, quasiment depuis qu'on a acheté notre maison. La passion des bassins pour les carpe-koi. Alors j'ai construit un premier bassin il y a de cela déjà quelques années, alors tout petit bassin où j'avais quelques carpes. Et puis en même temps que la construction de cet atelier, il y a maintenant à peu près 3-4 ans, j'ai construit, enfin, j'ai creusé un bassin pour carpe-koi, ou un bassin qui fait 22 000 litres. Donc vous voyez un petit bassin qui est quand même relativement sympathique. Et j'ai une dizaine de carpe-koi. C'est le coin où j'aime me ressourcer, j'aime prendre un peu de temps lorsque j'ai eu une bonne journée de travail, alors que ce soit à l'atelier ou dans mon travail alimentaire. Voilà, c'est vraiment le coin, moi, qui me permet d'évacuer des tensions si jamais il y en avait. C'est vraiment le coin qui me permet d'être zen. On passe maintenant au deuxième thème, l'atelier et le matériel. Alors, l'atelier, je l'ai construit il y a à peu près 3 ans et demi maintenant. Alors, j'ai commencé en septembre 2017 et j'ai mis un an pour le construire en autoconstruction. Alors, j'ai eu un énorme coup de main de la part de mon frérot pour tout ce qui est mur aglo. Alors, initialement, c'était un atelier que je devais faire en ossature bois complète. C'est ce que j'avais prévu de faire, mais si je l'avais fait en ossature bois, je n'avais pas forcément d'aide pour pouvoir construire les murs, et c'est quelque chose qui a été assez difficile à faire seul. C'est pas impossible, bien entendu, parce qu'il y a des techniques qui existent, mais ça aurait été bien plus facile à deux. Donc, en ayant discuté avec mon frérot, il m'a dit, bah, écoute, moi je veux bien te donner un coup de main pour faire les murs, et puis bah, le reste, après, tu te débrouilleras. Donc, il m'a donné un sacré coup de main, et franchement, je peux que le remercier, parce que sans lui, je pense que j'aurais peut-être pas forcément aujourd'hui l'atelier tel qu'il est. Donc, un an à peu près de travaux. Alors, le soir, le week-end, pendant les vacances. Voilà, avec aussi mon fils qui m'a donné un énorme coup de main sur certaines parties où je pouvais bah, compter sur lui. Un atelier qui fait à peu près 50 mètres carrés. Alors 50 mètres carrés, il fait même 9 mètres par 6 mètres en côte extérieure, mais voilà, si on retire les murs, si on retire un peu l'habillage, c'est environ 50 mètres carrés. Alors c'est un atelier dans lequel moi j'exerce ma passion.
Et franchement, je ne regrette pas. Je regrette pas parce que avant, je bricolais dans mon garage, hein, comme certainement beaucoup d'entre vous, dans un petit garage où j'avais peu de place. C'était peut-être pas forcément même très sécurisant parce que j'avais déjà mon petit combiné bois. J'avais peu de place pour pouvoir tourner autour des machines. En règle générale, j'avais besoin même de sortir le matériel pour pouvoir réaliser certaines réalisations. Voilà, donc je crois que une fois que notre maison où j'ai fait beaucoup de travaux dedans, j'ai quasiment terminé l'ensemble des travaux. Je me suis dit, voilà, maintenant, il faut que je puisse avoir un lieu où je vais pouvoir vraiment m'éclater, où je vais pouvoir vraiment faire de ma passion euh, un élément important de ma vie, parce que c'est vraiment un élément important de ma vie, la passion et le travail du bois. Donc voilà, je l'ai construit en un an, et puis depuis, alors maintenant pratiquement 2 ans et demi, je l'aménage. Alors c'est quelque chose qui n'est pas totalement terminé, parce que vous voyez là derrière, vous voyez le conduit là, il y a un petit poêle à bois, qui est d'ailleurs un petit peu trop juste pour chauffer l'atelier. Bon, je vous en parlerai aussi, parce que je crois que j'ai une question un petit peu plus loin sur comment je chauffe l'atelier. Voilà, j'ai des travaux à faire aussi dans l'atelier. L'idéal, ça serait que je puisse l'isoler, parce qu'il n'est pas isolé. Je pense que isoler l'ensemble de l'atelier, ça a quand même un coût. Je ne sais pas si je m'orienterai vers ça ou si je m'oriente sur une extension de l'atelier, parce que il fait 50 mètres carrés, mais j'arrive parfois à être un petit peu à l'étroit en fonction des projets et en fonction aussi des machines. D'ailleurs, je vous en parlerai aussi un peu plus tard, parce que d'autres machines vont arriver dans l'atelier, donc je pense que ça va être compliqué de pouvoir continuer à bricoler dans un espace qui reste sacrément confortable, hein. Attention, 50 mètres carrés, je me plains pas, hein. Enfin, ça serait quand même le comble de se plaindre avec 50 mètres carrés. Mais voilà, j'aimerais peut-être faire un agrandissement. Et cet agrandissement, une quinzaine, vingtaine de mètres carrés, l'isoler totalement pour que je puisse faire les collages dans de bonnes conditions. Parce que à l'atelier non isolé, c'est quand même difficile de faire des collages, surtout l'hiver, parce que voilà, quand il fait froid, il faut éviter, parce que vos collages ne tiennent pas dans le temps. Voilà, peut-être un agrandissement. Alors, je ne sais pas si ça sera cette année, je ne sais pas si ça sera l'année prochaine, mais un agrandissement de l'atelier, ouais, ça me plairait bien. La superficie, j'en ai parlé, 50 mètres carrés. Y aura-t-il une visite de l'atelier? Alors, un shop tour, oui. Alors, c'est quelque chose que j'ai déjà parlé alors, sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, j'en avais déjà parlé. Je le ferai à un moment donné, mais pas dans la configuration où est l'atelier actuel, parce que j'ai des aménagements encore à venir, notamment l'arrivée de certaines machines. Et je voudrais pouvoir avoir ces machines pour pouvoir vous présenter l'atelier dans la configuration qui sera le plus abouti. Alors attention, moi je suis un dingue de l'aménagement. Euh, J'aime aménager mon atelier, j'aime aussi le changer d'organisation, de place, parce que voilà, moi ça me plaît de pouvoir, en fonction des projets, disposer les machines et les équipements pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Donc l'atelier, je pense qu'il sera jamais totalement fini, puisque voilà, j'ai toujours envie de faire une amélioration, une modification. Mais voilà, je pense que quand j'aurai installé ces machines, je vous ferai un shop tour, une petite visite de l'atelier, là, vraiment avec aucun problème et avec grand plaisir. Autre question, pourquoi un atelier pour le travail du bois et pas un atelier pour la mécanique? Alors la mécanique, c'est mon métier alimentaire, c'est mon métier de base. C'est pas ma passion. Je l'ai pourtant énormément aimé pendant des années. Aujourd'hui, c'est un métier que j'exerce pour pouvoir faire vivre ma famille. Ma passion, c'est le travail du bois. Donc voilà, c'est pour cette raison que j'ai un atelier bois. Question suivante. Es-tu satisfait de ta scie sous table TS254M et pourquoi cette machine? Alors, cette machine, je l'ai gagnée à un concours Métabo. Alors, je ne sais pas, pour ceux qui me suivent, peut-être que vous vous souvenez. En fait, j'ai réalisé une pergola pour un ami. Et puis, Metabo a organisé un concours, c'était le Summer Metabo Challenge, je crois, pour en fait faire gagner cette machine. Il fallait en fait poster une réalisation. Et en fait, j'ai posté quelques photos pardon, de la pergola que j'ai réalisée. Et puis, elle a été sélectionnée. Et ensuite, vous deviez sur Facebook voter pour 4 projets, dont le projet de la pergola. Et puis, mon projet est arrivé le premier. Donc, c'est pour cette raison que j'ai cette machine. Alors, moi, j'en suis vraiment très satisfait. D'ailleurs, vous le voyez quasiment dans toutes mes vidéos. J'utilise principalement cette machine pour pouvoir faire toutes mes découpes. C'est une machine qui est relativement précise.
Moi, enfin, franchement, j'en suis satisfait. D'ailleurs, vous avez peut-être vu dans une des dernières vidéos sur la fabrication de l'établi de scie sous table, que je vous remets, tiens, je vous remets un petit lien ici si jamais ça vous intéresse. J'ai fait une extension pour pouvoir utiliser cette machine et lui augmenter en termes de capacité de coupe. Mais en tout cas, moi, c'est une machine, franchement, j'en suis très satisfait. Question suivante. Pourquoi n'utilises-tu pas ton combiné? Préfères-tu les machines indépendantes au combiné? Alors, j'ai un combiné bois, c'est vrai, c'est un combiné que j'ai depuis quasiment depuis 2008, donc vous voyez, ça fait déjà une paire d'années. Alors, j'aime beaucoup l'utiliser, mais c'est vrai qu'en termes de capacité de coupe, notamment, et de rabotage, il est un petit peu plus limite. Il est un petit peu plus limite parce que, pas par manque de puissance, mais vraiment par capacité. C'est-à-dire que par exemple, sur la lame de scie du combiné, je peux couper jusqu'à 66 mm d'épaisseur. Sur la métabo, je peux couper jusqu'à 80. Donc, vous voyez, quand même une capacité un peu plus importante. Sur la raboteuse du combiné, je peux raboter jusqu'à 26 cm. Sur la raboteuse métabo que je vous ai présentée dans une vidéo, je peux raboter jusqu'à 330. Et d'ailleurs, le moteur est un petit peu, un peu plus puissant sur la métabo de chantier, la DH330. Que sur le combiné. Alors le combiné, je l'utilise toujours. Alors je l'utilise pour dégauchir, puisque avec la raboteuse, ça me permet de dégauchir, et ça fonctionne très bien. Je l'utilise aussi, alors un petit peu moins souvent, avec la toupie, parce que je n'ai pas forcément tous les outils, et puis bon, c'est quand même une machine, enfin la toupie, c'est quand même quelque chose de dangereux, qu'il faut manier avec beaucoup de précaution. Donc ouais, j'aime beaucoup travailler à la toupie, mais il faut vraiment être très prudent, et il faut avoir aussi les très bons outils, et des bons outils de coupe pour pouvoir l'utiliser. Donc voilà, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui j'utilise plus des machines indépendantes. Alors, dans un avenir plus ou moins proche, les choses vont certainement changer. Alors, j'aimerais bien entendu me racheter un combiné un petit peu plus puissant que celui-ci, un peu plus performant. Bon, un bon combiné, c'est quand même un bon budget aussi, un budget qui peut aller dans les 5, 6, 7 000 euros. Alors, je pense que je prendrais un combiné scie et toupie, deux opérations, parce que ça me suffira, parce que vous allez le voir aussi dans d'autres questions, au niveau nouvelle machine dans l'atelier, il va y en avoir. Donc, ouais, un combiné deux opérations, scie et toupie, ça me plairait bien. Alors, je ne sais pas si j'y arriverai, parce qu'il va falloir mettre un petit peu d'argent de côté pour pouvoir le faire. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui me plairait, ouais, un combiné scie toupie. Autre question, comment affûtes-tu tes outils de coupe? Alors, pour tout ce qui est ciseaux à bois et puis fer de rabot manuel, alors je le fais avec le système MK2 de chez Veritas. Et puis j'utilise deux pierres, alors une 400 000 et puis une 2000 5000, des pierres à eau. Alors c'est un système, le système MK2 qui fonctionne vraiment bien parce que vous avez une petite butée ici qui vous permet de caler votre fer ou votre ciseau pour avoir l'angle souhaité. Alors c'est quelque chose qui est quand même relativement long à faire, mais c'est plaisant parce que c'est reposant, je trouve. Voilà, moi j'affûte de cette manière-là mes ciseaux. Alors j'aimerais bien entendu peut-être faire l'acquisition d'un touret d'affûtage. Alors je lorgne en ce moment sur le T4 de chez Tormec. Parce que bah, il me plaît bien, voilà. Peut-être que dans un avenir plus ou moins proche, alors là je vais faire un petit message subliminal si ma femme regarde cette vidéo. C'est bientôt mon anniversaire, donc si jamais, voilà. Donc, trêve de plaisanterie. Moi, ce petit système me va bien, mais c'est vrai qu'avec un petit touret d'affûtage, ça permettrait peut-être d'aller un petit peu plus vite, notamment pour pouvoir faire les premières passes pour dégrossir et peut-être finir avec une pierre relativement fine pour avoir vraiment un tranchant parfait. Pour tout ce qui est lame de scie plongeante ou de scie sous table, alors moi j'ai un affûteur local. Je lui donne les lames un peu abîmées ou usagées, enfin ou en tout cas avec un tranchant un peu moins bon, le lundi, et généralement je les récupère la semaine d'après. Idem pour les lames de scie à ruban. Donc voilà, pareil les fers de rabot. Alors sur la raboteuse DH 330, ce sont des fers jetables et réversibles, donc j'ai pas d'affûtage. Mais voilà, pour d'autres machines que j'ai, notamment une machine de mon papa, je l'ai fait affûter chez mon affûteur local. Est-ce que tu envisages de mettre un poêle à bois dans ton atelier? Alors, j'en ai un, parce que vous le voyez là derrière, vous voyez le conduit. Malheureusement, je l'ai mal choisi.
Lorsque je l'ai commandé, j'ai pas fait attention, j'ai pas pris le poêle à bois, un poêle à bois suffisamment puissant pour chauffer l'atelier. Même malgré tout, si j'avais un poêle à bois plus puissant, il serait difficile de chauffer l'atelier avec une température vraiment agréable. Alors je ne dis pas confortable, mais agréable. Confortable pour le collage, hein, bien entendu, parce que cet hiver, j'ai fonctionné avec aussi un soufflant à gaz pour pouvoir faire le dressing, par exemple, et j'ai eu les températures nécessaires pour pouvoir faire le collage. Mais voilà, ce poêle à bois, il est un petit peu petit par rapport au volume à chauffer parce que l'atelier, en fait, je n'ai pas de plafond, il court jusqu'en haut du toit. Donc j'ai beaucoup de déperdition de chaleur du fait que mon atelier ne soit pas isolé. Voilà, alors je ne sais pas, peut-être que, je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être que j'isolerai une partie de l'atelier, peut-être que je ferai un agrandissement pour pouvoir justement avoir des températures plus agréables avec un petit poêle à bois. Celui-ci, je vais probablement le changer puisqu'il n'est pas assez puissant. Autre question, saurais-tu te passer de ta Festool Domino? Alors c'est vrai que dans la plupart de mes projets que vous voyez aujourd'hui, je l'utilise. Alors c'est une machine qui est super efficace, mais c'est une machine qui a un coût, on va pas se leurrer. Alors moi je l'ai acheté il y a plus de 10 ans, donc vous voyez c'est quand même quelque chose qui date maintenant. Je pense qu'aujourd'hui je l'ai amorti, parce qu'avec tous les projets que j'ai pu réaliser pour la maison, j'ai fini par l'amortir. Mais il est clair que c'est une machine qui a un coût, et si vous faites que quelques meubles, c'est difficile d'acheter une machine, ou à moins que vous soyez passionné et que vous ayez la possibilité de le faire, d'acheter cette machine, passionné par tout ce qui est matériel. Mais c'est vrai que c'est un coût. Moi, je sais que j'en suis super satisfait. C'est efficace, c'est facile, mais ça a un travers aussi. C'est que comme c'est efficace, c'est facile, et ben, on a tendance à l'utiliser plutôt qu'à faire des assemblages, de vrais assemblages, tenons mortaise par exemple. Alors, je pense qu'à un moment donné, je vais essayer aussi quand même de la mettre un petit peu de côté sur certains projets, parce que bah, voilà, le travail manuel et le travail à la main pour faire certains assemblages, c'est quelque chose que j'aime de plus en plus. Je ne sais pas, peut-être que ça arrivera, peut-être que ça arrivera pas, mais en tout cas, c'est vrai que c'est une machine dans laquelle j'ai un petit peu de mal aujourd'hui à me passer. Question suivante, quel sera ton prochain achat de machine stationnaire ou électroportatif? Alors, ça ne sera pas un achat pour les machines stationnaires, pardon, parce que j'ai deux machines aujourd'hui qui sont chez mes parents. Ce sont deux anciennes machines pour le travail du bois. Une Dego Rabo, l'UREM 410 CB, donc une 410 de large, et puis une scie à ruban de Centaure de volante 700 mm et un aspirateur aussi qui va avec. Alors le seul problème, c'est que ce sont des machines qui sont alimentées aujourd'hui en 380 volts. Et moi, dans l'atelier, je n'ai que du 220 mono. Alors je suis en train de faire des modifications avec mon copain Olivier, qui, d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, je te salue, qui est en train de me faire les modifications pour installer des variateurs de fréquence. Alors un variateur de fréquence, vous l'alimentez en 220 et vous sortez en 220 tri, 220 mono en entrée, 220 tri en sortie. Moi, ça me permet en fait de pouvoir coupler mes moteurs de mes machines et les basculer en 220 tri. Donc, on a fait l'essai sur la Dego pour l'entraînement des fers, donc ça fonctionne très bien. On a réussi à faire fonctionner. Pour l'aspirateur, de la même manière. Alors, on n'a pas testé encore sur la scie à ruban. Alors pour la Dego Rabo, il me reste juste un petit problème, c'est qu'aujourd'hui le moteur d'avance du bois, alors je ne sais pas pourquoi, il ne fonctionne plus. On va retravailler dessus de toute façon dans les semaines qui viennent pour qu'on puisse regarder ce qui se passe. Et une fois que je serai sûr que bah, je puisse alimenter en 220 mono ces deux machines, bah, bien entendu je les ferai venir et puis bah, je les installerai et je réaménagerai l'atelier en conséquence parce que bah, je crois que la table d'entrée et sortie pour la Dego Rabo, je crois que ça doit faire à peu près 1,60 m ou 1,80 m. Donc une belle bête. Et puis bah, la scie ruban, je crois qu'elle doit faire en gros 2,20 m ou 2,30 m de haut. Vraiment, vraiment une énorme machine. Donc il va falloir que je puisse bah, trouver un agencement dans l'atelier pour pouvoir les faire arriver. Je pense qu'avec ces deux machines-là, je ferai aussi des projets encore plus sympas. Et ça me facilitera certainement la vie par rapport au rabotage, par exemple, parce que une 380 volts en 410, ça fait sacrément du boulot, je pense. Enfin, c'est même pas je pense, parce que moi je les ai utilisés chez mes parents et ça fait un boulot énorme. Au niveau électroportatif, alors j'ai pas pour l'instant d'investissement prévu, hormis le Tormec que j'aimerais vraiment pouvoir avoir dans l'atelier. Je sais pas, qu'est-ce qui me manquerait aujourd'hui? Euh,
à part le combiné si, et c'est pareil, c'est des machines stationnaires, c'est pas d'électroportatif. Non, dans l'immédiat, j'ai pas forcément d'investissement précis. D'ailleurs, si j'ai fait un investissement, mais vous l'avez pas encore vu. Alors pour ceux qui sont sur Facebook l'ont déjà vu, c'est ma toupie sous table. J'ai acheté une TRA 001 de chez Triton. D'ailleurs, c'est une vidéo qui sortira aussi dans les prochaines semaines, la modification de ce meuble. Alors, c'est une machine moi, que j'ai déjà testée sous table, c'est vraiment une tuerie, elle fonctionne vraiment très très bien. Elle a justement une capacité à être mise sous table, c'est vraiment super appréciable parce que vous avez le système de réglage. Donc voilà, ça c'est un investissement que j'ai fait, mais dans l'avenir, ouais, je ne sais pas pour l'instant en électroportatif si j'ai quelque chose de prévu. Alors bien entendu, en fonction des projets que je vais avoir à faire, je vais peut-être avoir besoin ponctuellement de quelque chose. Je ne sais pas si j'investirai dedans, parce que voilà, quand c'est du ponctuel, c'est pas forcément évident d'investir. Quel est ton avis sur la scie radiale de Walt? Alors la scie radiale qui est juste là derrière. Alors ça c'est une machine aussi que j'ai depuis de nombreuses années. Et sincèrement, je m'en plains pas. C'est vraiment une super machine. Bonne coupe, bonne capacité, puissance. Je vous ferai d'ailleurs, je pense, une vidéo dédiée sur cette machine parce que c'est vraiment une machine moi, que j'aime beaucoup, avec laquelle j'aime beaucoup travailler. Donc j'essaierai peut-être de vous faire une vidéo. Dites-le moi d'ailleurs en commentaire si ça vous intéresse d'avoir une vidéo sur cette machine. Quel est ton meilleur investissement dans ton atelier? Alors aujourd'hui, la Rabo DH330 de chez Metabo parce que elle me permet de faire elle me permet de raboter vraiment des pièces de bois que je ne pouvais plus faire avec mon petit combiné bois. Donc c'est vraiment une machine que je ne regrette pas. Après en électroportatif, il y a plusieurs machines que je ne regrette pas. Ma scie plongeante TS75 de chez Festool, c'est vraiment une super machine. Si un jour elle venait à me lâcher, je pense que je réinvestirais alors dans une TS75 ou peut-être une Mafel. Alors Mafel, bien entendu, c'est pareil, ça a un coût assez important, mais elle me semble vraiment superbe cette machine. Alors je sais pas, mon cœur balance entre racheter une TS75 parce que je sais ce que ça vaut, ou racheter une Mafel, peut-être, je ne sais pas encore. Oui, voilà, c'est vraiment les machines, moi, qui m'ont fait faire un bond en termes de travail du bois parce que ça m'a facilité le travail. Quel outil fétiche tu garderais si tu ne devais en garder qu'un seul? Alors, outil fétiche, alors on va parler plus d'outils fétiches manuels. Alors moi j'aime beaucoup les scies japonaises, d'ailleurs vous les voyez juste ici, là derrière, là, ici. Euh, J'aime beaucoup travailler avec parce que je trouve ça super efficace. Ça coupe vraiment très bien, ça fait des coupes fines en fonction de ce que vous voulez faire. Donc c'est vraiment quelque chose que moi, si jamais je devais en garder qu'un, c'est une scie japonaise. Question suivante. Qu'as-tu comme système d'aspiration? Alors aujourd'hui, j'ai un aspirateur que j'ai acheté en même temps que j'ai acheté le combiné bois Kitty. Alors c'est un Kitty, c'est le 693. Alors il fonctionne très bien. Il a une bonne capacité. Alors un petit peu limite en capacité simplement de récupération des copeaux. C'est un sac, je ne saurais vous dire, je crois que ça doit être un sac de 100 litres à peu près. Euh, il fonctionne vraiment bien, mais je pense que si j'arrive à faire les modifications électriques que je vous ai parlé juste avant, l'aspirateur qui aujourd'hui est chez mes parents et qui a une capacité beaucoup plus importante, je pense que ça me facilitera aussi l'aspiration des copeaux. Sachant que cet aspirateur que j'ai aujourd'hui peine par moment pour l'aspiration des copeaux sur la raboteuse, parce que le volume est peut-être un petit peu trop important par rapport à la distance que je peux avoir en termes de tuyauterie. Mais sinon, c'est un système qui fonctionne très bien. D'ailleurs, je vous ferai une présentation de l'atelier comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et puis, je vous montrerai justement ces systèmes d'aspiration que j'ai mis en place parce qu'il y a celui-ci, puis il y a un aspirateur aussi électroportatif que j'utilise de façon régulière. Autre question, quel est l'outil indispensable pour la pratique du bois et quels sont les outils indispensables? Alors, l'outil indispensable ou plusieurs outils indispensables. Alors, ça, c'est une question qui est difficile. J'avouerai que moi, je parlais tout à l'heure des scies japonaises, alors que ce soit une scie japonaise ou une scie à main. Ça, je pense que c'est important d'en avoir une. Euh, un bon jeu de ciseaux aussi à bois, je pense que c'est utile. Qu'est-ce que je mettrais d'autre comme outil indispensable? Une visseuse, parce que voilà, vous faites des assemblages relativement faciles et qui tiennent dans le temps. Donc une visseuse perceuse, ça c'est en électroportatif, alors à batterie de préférence. Voilà.
Qu'est-ce que je vous dirais d'autre par rapport aux outils indispensables dans l'atelier? Euh, j'hésite avec plusieurs. Un rabot aussi, un rabot manuel. Un rabot manuel, alors ce type de rabot par exemple. Alors ce type de rabot à angle faible de chez Stanley. Alors il est super efficace celui-ci. C'est vraiment un rabot que je conseille. D'ailleurs j'essaierai de vous mettre dans la description le lien pour ce rabot. Moi je sais que j'adore. J'aimerais prendre d'ailleurs le numéro 4 aussi, un petit peu comme Seb Création Bois. Lorsqu'il a fait son live, il en a parlé. Le numéro 4 me tente bien. Bon, je pense qu'un jour je ferai le pas aussi, je sauterai le pas pour en acheter un. Donc voilà, je pense que ça, c'est les outils qui me paraissent indispensables. Alors, vous me direz peut-être qu'il y en a d'autres, hein, mais voilà, c'est ceux auxquels je pense à l'instant présent. Autre question. Quelle est ta marque d'outils préférée et qu'en penses-tu? Bon, vous l'avez peut-être vu dans les vidéos, moi j'aime beaucoup Festool. Alors, Festool, ça a un coût, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec la Domino. Mais en tout cas, moi je les ai achetés maintenant pour la plupart il y a une dizaine d'années et je les ai toujours à l'atelier. C'est des machines qui sont robustes, qui sont efficaces. Oui, je pense que ma marque préférée c'est Festool. Et puis j'aime beaucoup aussi Bosch. Alors les Bosch bleus, alors vous les voyez certainement là derrière. J'ai commencé à acheter quelques machines Bosch vertes il y a aussi quelques années. Et puis je suis passé à la gamme professionnelle. Et j'ai vu une petite différence au niveau de leur capacité. Voilà, j'aime beaucoup Bosch Pro. C'est quelque chose que, voilà, d'ailleurs je vous ai fait gagner la petite visseuse 12 volts, qui moi je trouve que c'est vraiment une tuerie cette machine. Voilà, ces deux marques-là, c'est vraiment les deux marques que j'affectionne plus. Alors j'aime bien entendu beaucoup d'autres marques, mais que je n'ai pas forcément à l'atelier. Par exemple, j'aime aussi, je trouve que c'est des machines qui me semblent très qualitatifs, c'est Milwaukee. Milwaukee, de ce que je peux en voir par rapport aux copains makers, je pense que c'est vraiment des machines qui sont super fiables et vraiment, je pense que si un jour je devais peut-être changer au niveau des batteries, c'est peut-être ce que je prendrais. Également Metabo, parce que Metabo a évolué dans sa gamme aussi électroportatif. Et je pense qu'aujourd'hui, ce sont aussi de très bonnes machines. Alors, que penses-tu de ta défonceuse Festool OF 1400? Comme je vous l'ai expliqué juste à l'instant, moi j'aime beaucoup. Alors, c'est une machine qui est efficace, robuste, puissante, suffisamment puissante pour faire vraiment du travail appréciable. Oui, non, j'aime beaucoup la OF 1400. Est-ce que j'ai d'autres défonceuses? Alors, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, oui, j'ai la TRA de chez Triton, TRA 01, qui est sous-table. C'est une machine que j'ai depuis quelques semaines. Pareil, c'est une machine très puissante parce qu'elle fait 2400 watts, donc vous voyez, c'est quand même assez puissant. Moi, je trouve qu'elle est vraiment plus facile à utiliser sous table parce qu'elle est relativement lourde. Mais voilà, ça reste que mon avis, hein. Quel budget consacres-tu en mensuel au bricolage et à ta passion? Alors là, c'est quelque chose de difficile. C'est en fonction de mes projets, en fonction des investissements. Vous dire un budget mensuel de bricolage, 100, 200, 300, je ne sais pas. C'est vraiment variable. Il y a des mois où je ne vais pas investir, il y a d'autres mois où je vais investir. Bon après, comme toute passion, c'est une passion qui coûte cher, hein. En plus, moi j'adore le matériel, donc forcément, je suis assez tenté de racheter souvent du matériel. Quels sont tes outils de mesure préférés? Alors, j'aime beaucoup, je vous ai fait gagner le petit Trusquin là, de traçage. Alors, c'est pas vraiment un outil de mesure, malgré tout, ça en est quand même un. Le petit Trusquin que je vous ai fait gagner lors du jeu concours, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi les cartes à combinaison que je vous ai fait gagner. Et puis après, mes mètres classiques, vous voyez souvent mon petit mètre rouge Milwaukee, j'en suis vraiment satisfait. C'est un petit mètre, bon après ça reste un mètre, hein, bien entendu. Donc en outil de mesure et de traçage, oui, c'est vraiment celle-ci. Et puis j'ai aussi une équerre Irvine que j'utilise souvent et qui est bien précise. Ouais, c'est ces outils de mesure que j'aime beaucoup utiliser. Pourrais-tu nous expliquer tes supports mural et est-ce un gadget ou utile? Alors le support mural, j'imagine que vous parlez des systèmes French Clit derrière. Alors moi j'aime beaucoup parce que si je n'avais pas fait ça, je suis assez bordélique. Je pense qu'il y en aurait partout. D'ailleurs, c'est ce qu'il y avait. Il y en avait un peu dans tous les tiroirs, un peu de... Enfin,
Ce système-là, moi, me permet aujourd'hui de ranger à chaque fin de journée ou à chaque fin de projet tous mes outils. Et aujourd'hui, moi, j'en suis content parce que pour moi, c'est pas un gadget. En plus, c'est quelque chose qui est modulable. D'ailleurs, j'avais fait une petite vidéo, si ça vous intéresse, je vous le remets ici. Vous allez voir, c'est super facile à faire et puis c'est vraiment efficace. Moi, enfin, aujourd'hui, je m'en passerai pas parce que ça me permet de ranger l'atelier et qu'il soit toujours en ordre en fin de journée. Je vous dis, si je ne l'avais pas fait, je pense que ça serait vite le bordel dans l'atelier, pour ne pas dire autre chose, quoi. Autre question, pourquoi ne pas avoir pensé à isoler ton atelier? Alors initialement, c'est pour une question de budget. Je n'avais pas le budget en fait pour isoler l'atelier. Alors c'est quelque chose que je regrette bien entendu aujourd'hui, parce que de travailler l'hiver quand il fait froid, c'est pas agréable et puis il y a même des fois où c'est pas possible du tout. C'est quelque chose que je regrette, mais voilà, c'est toujours une question d'argent et de budget et c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est pour ça que j'ai pas isolé l'atelier malheureusement. Alors peut-être que je le ferai, peut-être que j'agrandirai comme je vous expliquais et je ferai une pièce isolée pour faire mes collages. Je ne sais pas trop encore, mais oui, c'est par manque de budget. Où as-tu acheté ton rail alu de ta scie radiale? Quelle longueur fait ton meuble de scie radiale? Alors le rail que vous voyez ici, là, je pense que c'est celui-ci que vous parlez. Alors c'est un rail de récup que j'ai récupéré sur une ancienne machine industrielle sur laquelle je travaillais. Et en fait, les carters n'étaient pas aux bonnes cotes et ça partait à la poubelle. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas les récupérer? Donc vous voyez, je les ai récupérés il y a peut-être une quinzaine d'années et je les ai utilisés lorsque j'ai fabriqué le meuble, donc il y a maintenant 3 ans. Donc voilà, c'était pas perdu, je les avais stockés proprement dans un coin de la cour et ça m'a permis de pouvoir faire ce rail. Alors, j'ai pas de référence malheureusement à vous donner parce que bah, c'est du rail Bosch, c'est la seule chose que je peux vous dire. Il fait 50 sur 50 et voilà, j'ai malheureusement pas d'autres informations à vous donner par rapport à ce rail. Je pense que si vous cherchez sur internet rail Bosch, vous devez trouver à mon avis assez facilement le modèle. Alors, est-ce que c'est facile par contre à commander pour un particulier? Là, je ne sais pas. Alors, au niveau éclairage, alors LED ou néon dans l'atelier. Alors, j'ai commencé par installer au tout début des éclairages néon. Alors, il y en a au nombre de 6. Et puis, dernièrement, alors je ne sais pas si vous le voyez dans les dernières vidéos que j'ai faites, j'ai installé des éclairages LED. D'ailleurs, je vais vous montrer. C'est des éclairages que je peux piloter avec une petite télécommande, ce qui est quand même super agréable à utiliser. Et puis, bah, ça me permet quand même d'avoir un éclairage beaucoup plus intense. Et ça permet aussi d'être un peu plus précis quand vous devez faire des traçages, parce que l'éclairage néon, c'est très bien, mais c'est pas assez puissant pour que bah, vous puissiez voir et être précis au niveau de vos traçages. En plus de ça, moi, ça me permet par rapport aux vidéos que je filme maintenant, d'avoir, je pense, un éclairage un petit peu mieux. D'ailleurs, dites-le moi en vidéo, dites-le moi dans le commentaire, pardon, si l'éclairage vous paraît mieux sur les vidéos, si la qualité vous paraît mieux sur je crois que c'est les deux ou dernières vidéos où j'utilise cet éclairage. D'ailleurs, pour la fabrication de ce meuble de défonceuse sous table, je les avais déjà installés, donc je pense que vous verrez peut-être une différence, mais en tout cas, dites-le moi en commentaire. Donc néon et maintenant aussi panneau LED. As-tu déjà utilisé une CNC? Alors non, je n'ai jamais utilisé de CNC. Maintenant, je ne m'interdis pas de le faire parce que j'ai une petite CNC qu'on m'a offert, mais je n'ai jamais trop eu le temps de l'utiliser malheureusement. C'est une petite CNC chinoise, mais je pense que c'est sympa pour se faire la main. Après, pour pouvoir faire des projets un peu plus conséquents, je pense qu'il faut y mettre un budget et aujourd'hui, je vais dire que ce n'est pas ma priorité. Alors, je sais que certains makers, notamment Vincent Brun, d'ailleurs je vous remets le lien de sa chaîne en description, qui est en train de construire sa CNC sur la base de la même CNC que Fruits Atelier Sylvain a fait. Oui, peut-être qu'un jour je passerai sur la fabrication d'une CNC, mais en tout cas, ce n'est pas à l'ordre du jour. Quels sont les aménagements que tu conseillerais pour un atelier? Alors, tout dépend de la taille de votre atelier, mais si vous pouvez mettre vos établis de collage, vos établis de machines sur roulette, ça c'est super appréciable parce que ça vous permet de pouvoir caler dans un coin vos machines, de pouvoir libérer de la place pour faire vos collages, vos assemblages. Donc ça, moi je pense que c'est important de le faire. Alors, pour un établi de menuisier, les vrais établis de menuisier, il vaut mieux qu'il soit stable. Donc on peut acheter des roulettes qui permettent de le surélever pour le déplacer et ensuite poser réellement l'établi parce que quand vous travaillez dessus, il faut vraiment que cet établi soit stable.
pour faire des coupes, pour travailler au ciseau, pour travailler au rabot manuel. Donc voilà, je pense que si vous devez vous construire un établi véritable de menuisier, il vaut mieux qu'il soit bien posé au sol. Alors, vous pouvez installer les roulettes pour le déplacer, mais il vaut mieux qu'il soit bien posé au sol pour qu'il soit efficace. Quel autre aménagement dans l'atelier? Alors, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, le système French-Clit, alors ce système-là ou d'autres, mais moi en tout cas ce système-là, moi aujourd'hui dans l'organisation, ça me fait gagner beaucoup de temps parce que je ne cherche pas mes outils. Ils sont rangés tous les jours, je les réinstalle dessus tous les soirs quand j'ai fini de bricoler. Donc ces deux aménagements-là, pour moi, sont vraiment très utiles. Et puis un troisième aménagement, faire un système d'aspiration centralisé. Ça, c'est quelque chose aussi qui, pour moi, vous fait gagner beaucoup de temps. Donc, ouais, le système d'aspiration centralisé. Question suivante. Peux-tu nous conseiller le choix de type de serre-joint et as-tu un endroit pour les ranger? Alors, en type de serre-joint, moi, j'aime bien les serre-joints à vis parce que je trouve que ça a beaucoup plus de puissance que les serre-joints à pompe. Après, il existe peut-être d'autres modèles de serre-joints à pompe que moi, je n'ai jamais utilisés qui sont très efficaces. Moi, aujourd'hui, j'utilise, alors, j'ai pas de sponsor, j'ai pas d'intérêt à vous parler de ces marques-là. Moi, j'utilise des serre-joints de la marque Wallcraft à pompe, aussi à vis, et moi j'en suis pas déçu. J'utilise aussi quelques serre-joints de la marque Bissé. Alors maintenant, j'utilise plus des serre-joints de la marque Bissé à tube. D'ailleurs, vous les voyez peut-être pas, mais ils sont actuellement stockés là derrière. Ils sont pas rangés, ils sont stockés parce que j'ai pas de système de rangement pour l'instant pour ces serre-joints. Moi, les serre-joints à tube, je trouve que c'est un bon compromis parce que c'est efficace et c'est relativement peu cher. Vous achetez les tubes en fonction de la dimension de la longueur Galva avec le filetage qui va bien au bout, alors soit en 1/4 ou en 3/4. Et puis vous installez vos têtes de serre-joint dessus. Et moi je pense que je vais investir même de plus en plus souvent dans ces types de serre-joints parce que les derniers que j'ai achetés, je les ai utilisés et franchement c'est vraiment très efficace. Je vous remettrai aussi un lien si vous voulez dans la description des têtes de serre-joint. Alors j'ai deux marques, il y a une marque Bissé puis une autre marque qui n'a pas de marque d'ailleurs. Mais qui sont très bien aussi, donc j'essaierai de vous mettre les liens dans la description. Ça commence à faire beaucoup de liens à vous mettre dans la description. Donc j'ai pas de rangement pour l'instant, alors hormis quelques rangements pour les serre-joints là, mais c'est vraiment pas efficace et c'est vraiment pas très solide. Quelque chose qu'il va falloir que je pense aussi à refaire. Ce sera peut-être d'ailleurs une prochaine vidéo pour l'atelier. Question suivante. Quelle est ta première machine? Alors ma première machine, alors électroportatif ou stationnaire. Alors électroportatif, c'est une perceuse visseuse Bosch verte que j'ai achetée il y a de cela déjà bon nombre d'années. Je crois que je l'ai toujours d'ailleurs. Elle est dans un placard. Oui, c'est ma première machine que j'ai dû acheter. Ensuite, en machine stationnaire, c'est mon combiné Kitty. C'est celui que j'ai acheté en premier. J'ai acheté aussi la DeWalt que vous voyez derrière. Je crois que c'est à peu près dans les mêmes moments. Et puis après, mon matériel Festool que j'ai acheté aussi il y a plus d'une dizaine d'années. Comment utilises-tu une défonceuse premier prix avec précision? Alors une défonceuse premier prix, je pense que ce n'est pas forcément le prix que vous allez mettre dans la machine, mais c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez en faire. Si vous l'utilisez une fois de temps en temps, une machine premier prix, ça fonctionnera bien. Si vous l'utilisez de façon constante et de façon plus que régulière et de façon intensive dans l'atelier, je pense qu'il est préférable de mettre un petit peu plus cher. Mais ça reste que mon avis, hein. Moi, ce que je trouve important, si vous achetez une défonceuse, alors qu'elle soit premier prix, milieu de gamme ou haut de gamme, ce sont vraiment les outils de coupe. L'outil de coupe, si vous utilisez des outils de mauvaise qualité, le travail s'en ressentira. Donc si vous utilisez une machine premier prix, mais que vous utilisez une bonne fraise, vous allez avoir un résultat qui sera nettement meilleur. Donc c'est vraiment l'outil de coupe qui, moi, me paraît le plus indispensable pour pouvoir réaliser vos usinages. Question suivante. Quelles sont les fraises d'affleureuse et de défonceuse que tu conseilles? Alors moi, j'utilise beaucoup les fraises CMT parce que je trouve qu'elles sont de bonne qualité. Alors c'est un budget hein, parce qu'une fraise unique, c'est entre 20 et 50 euros en fonction du modèle de fraise, à roulement ou sans roulement. C'est vrai que c'est un coût, mais vous voyez, moi c'est des fraises que j'utilise déjà depuis quelques temps et j'en suis vraiment pas déçu. Alors j'utilise aussi des fraises, alors Festool, alors j'ai la boîte vide, mais elle est actuellement montée sur la défonceuse que vous voyez ici. Pareil, c'est des fraises qui ont un certain coût, mais vraiment moi j'en suis pas déçu. Alors c'est des fraises qui sont de forme hélicoïdale pour celle-ci. Donc ces deux marques-là. J'ai aussi un coffret qui est ici. Alors un coffret que j'ai acheté il y a déjà très longtemps.
Alors, je ne sais pas si vous connaissiez le site HM Diffusion, qui était basé à Bourgoin, je crois, en Isère. C'était un site qui était spécialisé sur les machines à bois. C'était un super site de vente par correspondance. Dommage parce que je crois qu'ils ont fait faillite il y a de cela déjà quelques années. Mais sincèrement, c'était un super site parce que moi j'ai acheté pas mal de mes machines. La plupart de mes machines Festool viennent de chez eux parce qu'ils avaient aussi ouvert dans ma région un magasin. Donc j'avais pu aller les voir et les rencontrer. D'ailleurs, ça avait été une belle expérience parce que la personne qui vendait le matériel était extrêmement compétente dans son domaine. Donc ouais, voilà, c'était vraiment appréciable de pouvoir commander chez eux. Alors j'ai acheté chez eux un petit coffret. Alors un coffret, je ne sais pas si vous voyez facilement. Alors ce sont des superbes fraises parce que moi je les utilise encore aujourd'hui. Vous voyez, ça fait plus de 10 ans je crois que je les ai aussi. Alors c'est des fraises, vous avez un petit peu toutes les sortes de fraises, à roulement ou droite ou à queue d'aronde. C'est des fraises, je ne veux pas vous mentir, je crois que ce coffret-là, je l'avais acheté un petit peu plus de 100 € à l'époque. Mais vous voyez, c'est des fraises que j'ai toujours. Donc je pense qu'il faut y mettre un petit peu le prix pour avoir quelque chose qui vous dure dans le temps et qui vous fasse des superbes usinages. Question suivante. Quelle superficie pour un atelier faudrait-il pour se lancer? Alors c'est toujours pareil, c'est en fonction de ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire, je vous donne l'exemple d'un dressing, il vous faut un petit peu de place pour pouvoir l'assembler et le monter. Si vous voulez faire des meubles un peu plus petits, moi j'ai commencé aujourd'hui dans mon garage et ça fonctionnait très bien. C'est en fonction en fait de ce que vous voulez faire et de ce que vous voulez y mettre comme machine. Si vous voulez mettre un combiné bois Holz Profi par exemple dans un garage, c'est un petit peu plus difficile parce que le combiné Holz Profi prend beaucoup de place. Voilà, c'est vraiment en fonction de vos besoins. Un 15 mètres carrés, 20 mètres carrés, vous faites des super projets, même peut-être même plus petits, 10 mètres carrés, vous faites de super projets. Si vous avez envie de faire de la marqueterie, si vous avez envie de faire des petits meubles, des petites boîtes, vraiment, la superficie importe peu. Donc oui, on va dire qu'en 10-15 mètres carrés, vous faites déjà de super projets. Que penses-tu des ciseaux à bois Kirschon? Alors, moi, je les ai achetés il y a maintenant quelques mois et sincèrement, j'en suis vraiment pas déçu. Ce sont des ciseaux à bois. Alors, je sais pas, mais en tout cas, moi, je les ai rafutés quand je les ai reçus parce que je trouvais que le tranchant n'était pas tout à fait nickel. Maintenant, c'est des ciseaux de bonne qualité parce que l'acier est assez dur. Moi, j'en suis vraiment pas déçu pour l'instant. Alors, le coffret de 6 ciseaux, alors, qui va je ne vais pas vous dire de bêtises, de 6 à 26, qui va de 6 mm à 26 mm. Je l'ai acheté une centaine d'euros. Donc ça fait à peu près 20 € le ciseau. Moi, j'en suis vraiment satisfait. C'est une marque que je ne connaissais pas avant avoir vu notamment sur certaines chaînes YouTube ou sur Instagram ou sur Facebook des personnes qui l'utilisaient qui en étaient satisfaits. Donc ouais, les ciseaux Kirschon, vraiment de très bonne qualité. Quel est le temps que tu as mis pour équiper ton atelier et quelle installation t'a fait gagner le plus de temps? Alors, comme je vous l'ai expliqué, ça fait une vingtaine d'années que je bricole le bois. C'est à peu près au même moment quand on a acheté notre maison. Donc, j'avais des travaux à faire dans la maison. Et une fois que j'ai fini les travaux, je me suis dit, bah, j'aimerais bien me lancer dans la fabrication de mes meubles. Parce que bah, voilà, je me disais, je veux des meubles peut-être un petit peu plus sur mesure ou à mon goût ou avec une petite touche personnelle. Donc oui, ça fait une vingtaine d'années. Alors ça fait une vingtaine d'années que bah, je m'équipe. Alors petit à petit, bien entendu, hein. La plupart des machines stationnaires, je les ai depuis le combiné depuis une quinzaine d'années. Alors la raboteuse, Metabo, c'est plus récent. L'Assis, c'est derrière de Walt, ça fait une dizaine d'années. Oui, c'est vraiment quelque chose de régulier. Bien entendu, on ne peut pas acheter tout du jour au lendemain. Donc c'est quelque chose que j'ai fait de façon progressive depuis une vingtaine d'années. J'ai oublié de vous répondre, qu'est-ce qui me fait gagner le plus de temps? L'établi que vous voyez là derrière, où j'ai ma scie radiale, c'est vraiment quelque chose de super facile à faire et à installer. Et ça vous rend de super services. Je vous ferai aussi une petite vidéo là-dessus, en même temps que je vous ferai la vidéo pour la scie de Walt, je pense. Je vous expliquerai un petit peu comment je l'ai fabriqué pour que ça puisse vous donner des éléments et des renseignements si jamais vous voulez vous créer votre propre meuble de scie radiale.
Quel genre de défonceuse et outils pour travailler le Massa Rondoua? Alors, je ne connais pas le Massa Rondoua, pardon. Peut-être que je me trompe dans la prononciation. Alors, j'ai été voir sur internet parce que je ne connaissais pas du tout. Alors, c'est un bois, visiblement, ça a l'air d'être le bois le plus dense ou sinon l'un des bois les plus denses qu'il existe. Alors, c'est un bois qui pousse en forêt amazonienne. Alors, ne l'ayant jamais travaillé, j'imagine qu'il faut des outils de coupe très bien affûtés. Alors, je ne sais pas si ça désaffûte beaucoup les outils. Donc, j'ai un petit peu de mal à répondre à cette question parce que c'est un bois que je ne travaillerai probablement jamais. Quel rabot à main conseillerais-tu pour débuter? Celui que je vous ai présenté tout à l'heure. Attendez, je remets le petit cache. Alors, celui que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est le rabot à angle faible de chez Stanley, le SW. Il fait 350 mm de long. Et franchement, c'est un super rabot parce qu'il est assez polyvalent. Vous pouvez faire pour raboter du bois de fil ou du bois de boue. Et moi, j'en suis vraiment pleinement satisfait. Je vous le remettrai dans la description pour voir si jamais ça vous intéresse. Mais en tout cas, moi, je vous conseillerais ce rabot-là. Ensuite, le rabot numéro 4 que je n'ai pas. Alors, j'ai un rabot numéro 4 de chez Stanley, mais c'était vraiment l'entrée de gamme que j'avais acheté. Alors, il fonctionne bien si vous l'affûtez vraiment correctement, mais voilà, je pense que c'est vraiment l'entrée de gamme et il faut utiliser des rabots qui sont peut-être un petit peu plus qualitatifs, alors forcément avec un prix un petit peu plus important. Quel outil ou machine aimes-tu le moins? Alors, en machine électroportative, alors je n'aime pas travailler à la scie sauteuse parce que je ne suis pas précis avec. Alors, je m'en sers bien entendu quand j'ai besoin de faire des découpes un peu grossières, par exemple pour des gabarits que je retouche après pour leur donner la cote définitive. C'est très utile aussi quand vous avez besoin de couper quelque chose à l'extérieur, alors de façon non précise. Mais c'est vraiment une machine que moi j'aime pas beaucoup travailler avec. Question suivante. Qu'est-ce qui me fait investir dans une marque électroportative plutôt qu'une autre? Alors les avis que je peux trouver sur YouTube, moi je suis un gros consommateur de vidéos sur le matériel parce que voilà, j'aime bien comparer, j'aime bien regarder les tests qui peuvent être réalisés. Je sais que j'aime bien aussi regarder sur les groupes Facebook sur lesquels je suis abonné, les échanges qu'on peut avoir sur certaines machines. Moi ça me permet de me faire un avis aussi. Donc c'est vraiment les deux moyens qui me permettent de faire le choix d'un matériel électroportatif. Question suivante, pourquoi de l'OSB dans tout ton atelier? N'as-tu pas peur des échardes? Alors pourquoi l'OSB? Parce que déjà c'est un matériau qui est relativement bon marché. Dans un atelier c'est quelque chose d'assez solide. Au niveau écharde, écoutez, moi ça fait déjà maintenant sur cet établi 3 ans que je travaille avec. Et je n'ai pas de problème d'écharde particulière. C'est un bois aussi qui est assez stable, c'est-à-dire que si l'humidité peut changer dans l'atelier, il ne bouge pas. Vous pouvez y accrocher facilement tout ce que vous avez accroché au mur, c'est pas friable. Moi, je pense que c'est vraiment le bon compromis entre le coût et la qualité pour un atelier. Alors, il faut aimer ce style, bien entendu, de matériaux, cette couleur. Moi, je sais que j'aime bien, voilà. C'est vraiment ce qui m'a fait aller vers. C'est vraiment le choix, enfin, c'est vraiment les critères qui m'ont fait aller vers ce produit. Connais-tu un autre matériau que l'OSB pour aménager un atelier? Alors, du contreplaqué, mais c'est hors de prix. Donc, si vous devez habiller vos murs en contreplaqué, c'est excessivement cher. Il y a du lambris aussi qui existe. Vous pouvez l'habiller en lambris ou même en clin. Ça peut peut-être être sympa de faire des murs en clin en intérieur. Oui, je pense que ces trois matériaux-là peuvent vraiment être utilisés pour aménager un atelier. L'utilisation de la fraise avant de visser, est-ce indispensable? Alors, je pense que vous faites référence dans mes vidéos. J'utilise souvent une fraise où je pré-perce et je fais mes petits fraisages pour noyer mes têtes de vis. Alors, moi, j'utilise systématiquement parce que ça évite d'éclater le bois. Moi, j'utilise tout le temps. Donc, ouais, c'est vraiment pour ne pas éclater le bois que j'utilise ces fraises. Alors, est-ce que c'est indispensable? Peut-être pas. Mais j'en ai pris l'habitude, je vous dirais. Donc, question suivante, à choisir le travail aux outils à main ou aux outils électriques. Alors les deux sont complémentaires pour moi. Les outils électriques, bien entendu, vous font gagner énormément de temps. Les outils à main, vous pouvez très bien faire des découpes avec vos scies, alors les scies japonaises ou autres scies. Moi, je sais que j'aime travailler avec les deux. Maintenant, j'aime de plus en plus le travail manuel parce qu'il y a un petit côté zen, je trouve, dans la fabrication de ces meubles si on utilise des outils manuels. Déjà, il n'y a pas le bruit, donc c'est déjà un bel avantage. Mais ouais, moi, les deux sont complémentaires.
D'après toi, peut-on faire de belles réalisations avec des outils d'amateurs? Mais bien entendu qu'on peut faire de belles réalisations. C'est pas l'outil qui compte, c'est ce que vous allez en faire. Donc pour moi, vous pouvez faire de superbes réalisations avec du matériel d'entrée de gamme. Si vous êtes minutieux, si vous prenez le temps pour faire les choses, vous ferez de superbes réalisations. Si vous achetez, pour ne pas les citer, du Parkside, vous faites de superbes réalisations. D'ailleurs, moi j'ai des amis qui les utilisent et sérieux, ils font des choses mais absolument magnifiques. Voilà, c'est en fonction de ce que vous allez en faire, de l'intensité que vous allez mettre à travailler avec, mais vous faites de superbes réalisations avec du matériel d'entrée de gamme, il n'y a vraiment aucun souci. Pourquoi as-tu deux scies radiales et est-ce indispensable d'avoir une scie pour le bois et l'acier? Alors, en fait, j'ai acheté une deuxième scie radiale parce que au début, j'ai acheté donc la DeWalt que vous voyez là, parce que je ne travaillais que le bois. Et puis, il y a de cela un peu plus d'un an, je me suis mis à travailler le métal et j'avais pas de quoi faire des découpes propres. Et j'ai vu en fait cette marque, alors la marque Evolution, alors la société ne m'a rien donné pour que je vous parle de cette machine parce que je l'ai achetée. Euh, cette machine, je l'ai achetée parce que j'ai regardé aussi des avis et beaucoup disaient qu'elle était très bien, qu'elle était polyvalente. Donc c'est pour ça que j'ai fait cet investissement. Si je n'avais pas travaillé le métal, bien entendu que j'aurais gardé et conservé ma DeWalt. La scie Evolution, c'est vraiment spécifique pour le métal. Si vous, vous devez investir pour travailler le bois et le métal et que vous n'avez encore pas de scie radiale, cette petite machine, c'est la R210, oui, R210 Plus de la marque Evolution et franchement, c'est une bonne petite machine. Question suivante, es-tu satisfait de la scie radiale Evolution? Je viens de vous répondre. Et de la lame d'origine. Alors la lame d'origine, c'est une lame multimatériaux. Si jamais vous ne voulez couper que du métal, je pense qu'il faut passer sur les lames, alors elles sont de couleur bleue, je crois, qui sont spécifiques pour le métal. Alors celle-ci, ça fait plusieurs projets que je fais avec, elle commence un petit peu à s'user et je pense que si vous voulez couper que du métal, il vaut mieux changer et utiliser une lame un peu plus spécifique. Si jamais vous voulez couper de temps en temps du métal et du bois, cette lame fonctionne très bien. Pour l'instant, elle n'est pas morte complètement, mais oui, je pense que dans un projet ou deux, je vais être obligé de la changer. As-tu prévu de tester une scie e-cookie sous table? Alors, la marque e-cookie, c'est l'ancienne, enfin, c'est le nouveau nom de la marque Hitachi. Alors, non, je n'ai pas prévu parce que j'en aurais pas l'utilité vu que j'ai cette machine. Donc, non, désolé, je n'aurai pas la possibilité de tester cette machine. Pourrais-tu faire une vidéo sur les scies japonaises? Alors oui, j'aimerais bien le faire. Ça arrivera peut-être au cours de l'année pour que je puisse vous donner les différents modèles, ce que vous pouvez faire avec. Donc oui, ça c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. As-tu une vidéo sur la... pardon, as-tu prévu une vidéo sur la lamineuse Triton et que penses-tu des outils Triton? Alors je pense que c'est quelqu'un qui doit me suivre sur Facebook ou sur Instagram parce que j'ai dû faire un post ou deux sur l'achat de cette machine. Alors pour l'instant, je ne l'ai pas encore utilisée. Elle est de ce côté-là, vous ne la voyez pas. Je ne l'ai pas encore utilisée beaucoup. J'ai fait quelques tests. J'ai pour l'instant pas de questions sur le prochain projet à réaliser, mais je vais vous faire une vidéo de toute façon à partir du moment où je l'aurai un peu plus utilisé. Alors, qu'est-ce que je pense de la marque Triton? Alors, j'ai deux machines de la marque, donc la lamelleuse, que j'ai pas trop testée, la défonceuse TRA 01, et sincèrement, c'est une très bonne machine. Elle est très puissante. Les autres machines, je les ai pas testées, donc c'est difficile que je vous donne un avis sur la marque Triton. Mais de ce que je peux en voir, ça a l'air d'être une marque qui fonctionne vraiment bien. Question suivante. Vends-tu du matériel lorsque tu en as des nouveaux et investis-tu régulièrement dans du matériel? Alors oui, j'investis régulièrement dans du matériel, même si certains matériels, je les ai depuis de plus de 10 ans maintenant. Est-ce que je les vends? Alors aujourd'hui, non, puisque ce sont à chaque fois des machines nouvelles que j'ai achetées. Je n'ai pas racheté de matériel que je possédais déjà ou qui serait en double dans l'atelier, hormis quelques visseuses, mais moi les visseuses, j'aime bien avoir plusieurs types de visseuses. J'ai pas de matériel aujourd'hui à vendre. Alors peut-être que mon petit combiné Kitty un jour sera à vendre si jamais j'arrive à faire l'acquisition d'un nouveau combiné deux opérations. Voilà, ça sera peut-être oui, un des matériels que je vendrai dans un avenir plus ou moins proche en fonction de l'investissement que je ferai.
Peut-on se passer d'une scie radiale lorsque l'on a une scie sous table? Alors, je pense que oui, même si j'ai investi d'abord dans une scie radiale. Aujourd'hui, si vous investissez dans une scie sous table, si vous faites les gabarits qui vont bien avec, vous pouvez faire des coupes d'onglets. Donc oui, vous pouvez vous passer, je pense, d'une scie radiale parce que voilà, avec des bons gabarits, un bon petit chariot de coupe, vous pouvez faire de superbes assemblages et de superbes coupes avec des ongles très précis. Où te fournis-tu en outillage et machine-outils? Alors j'ai un magasin en local qui me fournit en tout ce qui est ferraille. Et donc c'est un magasin pour les professionnels et particuliers. Alors ils ont la marque Bosch, ils ont la marque DeWalt, non pas DeWalt, pardon, la marque Bosch, la marque Milwaukee, Metabo et Festool. Donc j'achète de temps en temps du matériel là-bas, mais j'achète aussi pas mal de matériel sur le net. Alors, j'ai pas de partenariat avec les sites que je vais vous citer, mais c'est des sites moi où j'ai acheté et j'ai été satisfait du matériel et des délais. Donc j'ai acheté chez Outils des Pros, voilà, le service impeccable. J'ai acheté chez tout le Station alors, pour la Terra et puis la Triton parce que ils ont des prix super intéressants sur le matériel Triton. J'ai acheté aussi des tubes pour mes serre-joints chez eux et à chaque fois sous 48 heures j'avais le matériel, donc voilà. Troisième site, j'ai acheté aussi chez Max Outils, où j'ai eu aussi un très bon service en termes de délai. Voilà, c'est vraiment les trois sites que j'utilise le plus. J'achète aussi sur Amazon certains outils que je n'arrive pas à trouver ailleurs. Voilà, c'est vraiment ces sites-là que j'utilise pour pouvoir me fournir en matériel. Dernière question par rapport au matériel et à l'atelier. Quel poste à soudure possèdes-tu? Alors c'est le GIS EasyMig 150. Alors c'est un poste à souder où on peut utiliser en gaz et no gaz. Alors moi j'utilise avec du gaz argon et CO2. Donc c'est un poste qui fonctionne très bien. J'en suis vraiment pas déçu. C'est un poste que j'ai investi il y a maintenant quelques mois. D'ailleurs je l'ai acheté chez mon fournisseur local qui fait cette marque. Et franchement j'en suis pas déçu. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour par rapport aux questions de l'atelier et puis du matériel. On va passer donc au thème suivant qui est YouTube partenariat. Troisième thème que je vais aborder dans cette FAQ, les vidéos YouTube et les partenariats. Alors c'est un thème aussi qui vous a intéressé puisque vous m'avez posé pas mal de questions sur ces sujets. Donc la première question, quel est le matériel que tu utilises pour filmer dans ton atelier? Alors j'utilise plusieurs systèmes pour les prises de vue. Alors dans un premier temps, mon téléphone. Alors aujourd'hui c'est un iPhone X. Ça fonctionne très bien, ça fait de belles vidéos. J'utilise aussi, alors celui que vous ne voyez pas, mais je suis en train de filmer avec mon réflexe. Alors c'est un réflexe Canon 750D. Alors c'est un appareil qui date un petit peu. Il fait de belles prises de vue. Il ne filme pas en 4K, il filme simplement en 1080p. Donc je retouche pas mal mes vidéos au niveau de netteté sur le logiciel que j'utilise pour faire les montages. Mais c'est un appareil qui fonctionne vraiment bien et qui est assez robuste. J'utilise aussi au-dessus de l'appareil un écran de retour. Alors un petit écran, je ne sais pas combien de pouces exactement, mais c'est un écran vraiment qui me permet de pouvoir justement vérifier si je suis bien au niveau cadrage, etc. C'est un petit écran, je crois qu'il coûte une centaine d'euros. Donc vous voyez, c'est pas excessivement cher, mais c'est vraiment très utile pour faire les prises de vue, pour pouvoir vraiment centrer l'objectif par rapport à l'élément qu'on veut filmer. J'utilise aussi au niveau son, alors un micro externe Rode, je ne sais plus le modèle exactement, mais j'essaierai de vous mettre dans la description le modèle que j'ai. Et j'utilise surtout le système sans fil. Alors là, il y a un petit micro-cravate qui est adapté au système sans fil. Alors c'est le Rode Wireless. Alors c'est un petit micro qui fonctionne très bien parce que ça vous permet d'être libre dans l'atelier, ça vous permet de pouvoir bouger et pas être prisonnier avec un fil. C'est un petit système, moi je trouve que ce micro fonctionne vraiment très bien. Question suivante, qu'est-ce qui t'a fait franchir le pas du face caméra? Alors, qu'est-ce qui m'a fait franchir le pas du face caméra? Alors, je vous avoue que c'est quelque chose qui n'est pas facile. Je pense que l'envie de partager et de partager avec des explications, c'est quand même plus facile quand on est face caméra pour vous donner des explications et des détails sur certains éléments. En voix off, ça marche aussi, mais c'est plus difficile, je trouve, à commenter. Je sais pas, c'est... Alors après, je suis passé face caméra parce que j'en ai senti le besoin. Mais c'est toujours quelque chose qui est très difficile pour moi. Parce que, vous imaginez bien, vous êtes dans votre atelier, vous êtes tout seul et vous parlez à un objectif.
Alors l'objectif, vous êtes derrière votre écran, donc bien entendu, ça s'adresse à vous. Mais croyez-moi, c'est pas facile de parler seul dans un atelier où vous avez personne en face qui peut vous répondre, ou vous poser les questions, ou vous demandez bah, pourquoi tu as fait comme ci, pourquoi tu as fait comme ça. C'est quelque chose qui n'est pas simple. Maintenant, bon, je prends de plus en plus de plaisir à le faire, bien entendu, hein. J'aime beaucoup vous expliquer ce que je peux réaliser avec mes conseils d'amateurs, hein. J'en reviens toujours au même point, hein, avec mes conseils d'amateurs. Mais c'est quelque chose que j'aime de plus en plus faire. Alors, question suivante. Quand un bêtisier? Alors là, il y aurait matière, je vous avoue. Il y aurait vraiment matière parce que je peux en raconter pas mal de bêtises. Il y a des fois où, avec la fatigue, vous pétez les plombs. Bah, je vous éviterai les vidéos où je suis en train de danser dans l'atelier parce que je danse vraiment trop mal. Mais en tout cas, ouais, un bêtisier, je pense que j'ai de quoi faire parce que j'ai pas mal de roches encore en stock. Ça arrivera peut-être un jour, vous me direz. Qu'est-ce qui t'a fait te lancer sur YouTube et donner envie de montrer tes projets? Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de me lancer sur YouTube? En fait, j'ai tellement appris en regardant des vidéos de plein de personnes que vous devez suivre. Je me suis dit, pourquoi pas à mon tour euh, donner des conseils, alors conseils d'amateurs, je le répète, euh, donner des conseils en montrant mes réalisations. Alors, je pense que j'ai tellement appris au contact et en regardant les vidéos des autres que je me suis dit, voilà, il faut que je redonne quelque chose en retour pour que bah, les personnes qui, comme moi au début, ont envie de se lancent et se lancent dans des projets plus ou moins importants, se lancent dans une passion qui pour moi est devenue une passion tellement importante que voilà, je me suis dit ça serait peut-être bien de repartager ce que moi j'ai appris. Alors, je les partage peut-être pas forcément de la bonne manière par rapport à d'autres youtubeurs, mais en tout cas, moi, c'est ma façon de faire, c'est ma façon de redonner ce que j'ai appris, et voilà. Donc, c'est vraiment ce qui m'a fait me lancer dans le partage de mes projets. Quel logiciel utilises-tu pour les montages vidéo et avais-tu une connaissance pour débuter le montage vidéo? Alors, le logiciel vidéo que j'utilise, c'est Premiere Pro. Alors, c'est un logiciel assez complexe, assez complet. Moi, je dois l'utiliser peut-être à 10-15%, et encore, je ne suis même pas sûr. C'est un logiciel qui m'a demandé beaucoup de temps parce que je ne connaissais absolument rien au montage vidéo. Parce que les toutes premières vidéos que vous voyez sur ma chaîne, je le faisais par l'intermédiaire d'une application sur le téléphone. C'est l'application Quick de GoPro. Alors, c'est très facile à utiliser, mais au niveau montage, on est un petit peu limité. Donc voilà, je me suis mis à utiliser un autre logiciel parce que j'avais la nécessité de faire des vidéos un petit peu meilleures en termes de qualité. Et c'est comme ça que j'en suis venu à utiliser ce logiciel. Combien de temps faut-il investir pour filmer, faire les montages et mettre en ligne tes vidéos? Alors c'est très variable en fonction des projets. Je vous donne un exemple. Le projet du dressing, alors c'est un projet qui m'a pris 1 mois et demi, 2 mois de travail. Alors pas tous les jours bien entendu, hein. Je les ai fait à mes moments de disponibles. Mais j'avais quasiment 100 gigas de rush vidéo. Donc vous voyez, c'est quand même assez conséquent. 100 gigas, ça prend beaucoup de temps à filmer dans l'atelier parce que bah, vous avez envie de faire un plan de ce côté, un plan de l'autre, donner du rythme à votre vidéo pour que ça ne soit pas ennuyeux pour vous, donner un angle, un éclairage. Je vais vous donner un exemple. Pour couper une pièce sur la scie sous table, ça peut vous prendre 10 minutes pour positionner la caméra, les éclairages, alors que votre usinage va durer 30 secondes. C'est très variable. C'est forcément très chronophage en termes de temps quand vous filmez, parce que si vous voulez faire des angles un peu différents, alors c'est sûr que si vous positionnez votre caméra au fond de l'atelier, et puis que vous la mettez en route et vous filmez tout vos allées et venues dans l'atelier, ça vous prendra beaucoup moins de temps. Mais si vous voulez faire des plans un peu plus serrés sur un objet ou sur une machine, bah forcément, il y a besoin d'adapter la position de la caméra, de régler l'obturateur, de régler la vitesse, de régler la lumosité aussi de l'appareil. Donc, ça demande un peu de temps. Pour le montage, alors c'est pareil, c'est très variable. Un montage vidéo pour un projet, ça varie entre 2 et 5 jours. Alors quand je te dis 2 et 5 jours, c'est pas 24 heures sur 24, mais on va dire que c'est des journées de 8 heures. Alors moi je sais que je passe beaucoup de temps
parce que je retraite les images en termes de netteté, alors pas et un peu en termes de luminosité en fonction des erreurs que j'ai pu faire lorsque j'ai réglé l'appareil. Donc forcément, ça nécessite du temps. Mais ça nécessite aussi beaucoup de temps parce que le logiciel, je ne le maîtrise pas non plus à 100%. Quelqu'un qui maîtrise le logiciel, bien entendu, va aller beaucoup plus vite que moi. Mais voilà, c'est très variable, entre 2 et 5 jours en fonction de sélectionner les rushs, euh, commencer à faire vos coupes de vidéos que vous voulez mettre dans votre vidéo. Le son aussi, vous voulez avoir un son qui soit le moins désagréable possible. La musique aussi, la musique c'est pour moi très important dans une vidéo et c'est pas facile de trouver des musiques libres de droit. Alors, je ne monétise pas mes vidéos, donc ça ne me pose pas de problème de la musique qui ne serait pas libre de droit parce que YouTube ne me fait pas de misère jusqu'au jour où j'aurai des réclamations et qui me demanderont peut-être des comptes, je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est pas facile de trouver de la musique libre de droit, de la musique qui soit sympa, qui soit un peu dynamique. Moi, je passe beaucoup de temps sur YouTube et pour trouver justement cette musique. Pourquoi n'as-tu pas de sponsor ou de partenariat? Alors ça, c'est un sujet qui est important. Alors aujourd'hui, je n'ai pas de sponsor et de partenariat parce que je n'ai pas fait de démarche auprès de marques. Pour le jeu concours que j'ai organisé, je n'ai pas fait de démarche parce que ce n'est pas dans ma nature de toquer aux portes. Si une marque ou une entreprise était venue vers moi et m'aurait proposé des cadeaux pour pouvoir vous les offrir, pourquoi pas? Maintenant, c'est vraiment pas mon cheval de bataille. Une marque vient vers moi, c'est pas parce qu'elle vient vers moi que j'accepterai absolument d'utiliser leur matériel. Déjà, dans un premier temps, moi je ne ferai pas des vidéos parce qu'on me demandera de faire des vidéos sur telle machine ou telle machine. Et il faut que ce soit des vidéos dans lesquelles j'utilise le matériel, si jamais je devais avoir un sponsor ou un partenariat, que j'utilise le matériel et que vous me voyez l'utiliser. Si je l'utilise, c'est qu'il est efficace. S'il est efficace, c'est que je trouve intéressant de vous le mettre en vidéo. Donc si par contre il n'était pas efficace, je ne chercherai pas à vous le montrer puisque voilà, vous avez un intérêt à regarder ma vidéo et à regarder avec le matériel que j'utilise. Et si vous avez envie d'investir, il faut que en fait, ça soit le plus transparent pour vous. Je ne vais pas utiliser une machine qui serait mauvaise et qui ne ferait pas le travail souhaité. Enfin, c'est dans ma logique. Après, je ne sais pas si vous la comprenez, mais en tout cas, c'est ma logique à moi. Est-ce qu'il y aura des vidéos avec partenariat ou pas de partenariat? Je vous avouerai que j'en sais rien. Et puis si ça devait arriver, j'étudierai la question. Je ne sais pas si j'accepterai, sincèrement, parce que j'aime bien mon indépendance. J'aime bien être libre de pouvoir vous parler des machines. Alors, les machines que je vous ai présentées, c'est parce que je les ai achetées. Voilà, c'est vraiment ma façon de faire, on va dire. Je ne peux pas vous dire autre chose par rapport au partenariat parce que voilà, j'ai pas plus à vous dire au jour d'aujourd'hui en tout cas. Est-ce difficile d'être original quand on voit les nombres de chaînes YouTube sur la menuiserie? Alors je ne sais pas s'il faut chercher à être original, je pense qu'il faut rester soi-même en fait. Il faut rester humble dans ses réalisations, il faut rester comme vous êtes dans la vie de tous les jours. Il n'y a pas besoin de forcer le trait, il n'y a pas besoin de montrer une face absolument lisse, il n'y a pas besoin de surjouer les choses, parce que voilà, je pense que quand on est naturel et qu'on partage une passion et que ça transparaît à travers les vidéos. Quels sont les autres youtubeurs que tu suis et qui te donnent des idées et qui t'ont donné envie de te lancer dans le travail du bois? Alors j'ai commencé à regarder beaucoup de chaînes anglo-saxonnes, notamment américaines, parce que au début il y avait très peu de chaînes françaises. Alors j'ai commencé à regarder Frank Howard, je ne sais pas si vous connaissez. D'ailleurs, c'est peut-être un petit peu grâce à lui que j'ai fait la forme de mon atelier. D'ailleurs, je vous remets une petite photo de la forme de l'atelier tel qu'il est aujourd'hui. Et je vous remets aussi une photo de son atelier. Vous allez voir, il y a pas mal de similitudes parce que son atelier il est absolument magnifique. Donc il m'a donné envie de me lancer pour la réalisation de cet atelier. Et puis après, forcément, il fait de superbes réalisations. Il fait beaucoup de tournage, de la segmentation au niveau tournage. Moi j'aime beaucoup en tout cas son univers. J'aime beaucoup aussi Easy Swan. Alors je ne sais pas si vous connaissez. Alors lui c'est un inventeur de fou. Il fait des réalisations et des mécanismes absolument dingues. Moi j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup aussi Matt Cremona. Alors je ne sais pas si vous connaissez aussi. C'est pareil. Je crois que lui il est professionnel aussi. Il fait aussi de superbes réalisations. Alors
comprends pas forcément tout ce qu'il raconte parce que c'est en anglais, et puis moi et l'anglais, ça fait deux. Mais en tout cas, ces vidéos sont super agréables à regarder. Au niveau youtubeur francophone et français, alors je suis l'Atelier Flucky. Alors je ne sais pas si vous le connaissez. C'est quelqu'un qui a un humour, qui a un univers qui est bien propre à lui. Et moi, sérieux, j'adore parce que voilà, quand vous regardez une vidéo, déjà ses réalisations sont super propres, c'est nickel quoi. Et puis, bah, vous marrez dans ces vidéos. Donc voilà, ça allie les deux, le côté euh, travail et puis le côté humour. Moi, enfin bon, je sais que j'aime bien. Moi, d'ailleurs, dans une de ses dernières vidéos, je crois que c'est même sa dernière vidéo, enfin la fin vaut vraiment son pesant d'or. Moi, je me suis marré et d'ailleurs cette vidéo-là m'a donné envie d'aller retourner à l'atelier parce que, alors pas pour faire ce qu'il a fait à la fin de la vidéo parce que face caméra, je serais pas capable de le faire, mais en tout cas retourner à l'atelier pour pouvoir bricoler parce que ouais, ça, c'est des vidéos qui donnent la pêche en fait. Autre youtubeur que je suis, alors Franck de Créolinium. Alors Franck n'a fait plus de vidéos depuis quelques temps. Et je le regrette parce que moi, c'est vraiment l'état d'esprit de YouTube, des youtubeurs que j'apprécie parce que bah, il est indépendant. Alors il mâche pas ses mots dans ce qu'il a à dire. Et d'ailleurs, c'est même clair, quoi. Voilà, s'il a quelque chose à dire, je pense qu'il y va pas par quatre chemins. Mais voilà, enfin, ces vidéos sont super agréables à regarder. C'est toujours précis dans ce qu'il fait. Enfin, moi, je sais que j'adore. Il avait commencé à partager la fabrication de son établi de menuisier. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment réaliser pour l'atelier, un vrai établi de menuisier. C'est un objectif aussi que j'ai. Alors, je ne sais pas si ça sera cette année, mais en tout cas, ouais, il avait commencé à partager. Et ouais, c'est même une personne, je pense, que j'aimerais rencontrer à l'extérieur parce que j'aimerais pouvoir discuter avec lui. J'aimerais aussi faire un tour dans son atelier parce qu'il s'est fait un superbe atelier. J'aimerais le rencontrer, histoire de prendre un petit café et puis bah, de discuter de notre passion, quoi. Donc, qui est-ce que je suis d'autre? Benoît Pirard. Alors, je l'ai découvert par l'intermédiaire de Floki, en fait. Il avait mis en lumière sa chaîne il y a déjà quelques temps. Alors, c'est un youtubeur belge. Alors, il a un humour fou. Moi, je sais que j'aime bien. J'aime beaucoup parce que, bah voilà, il se prend pas la tête. Pourtant, je peux vous assurer, vu ce qu'il fait en termes de travail et de menuisier, enfin, moi, je suis fan en tout cas, parce que il a fait un carport il n'y a pas très longtemps, et moi j'ai trouvé ça vraiment super, et en plus il donne beaucoup d'explications. Bah, il a fait aussi un petit clin d'œil à ma chaîne il y a quelques temps, qu'il a mis en lumière. En fait, il aime partager aussi d'autres chaînes pour que bah, vous puissiez découvrir aussi d'autres youtubeurs. Et ça, moi j'ai vraiment apprécié parce qu'il a dit des choses sympas sur ma petite chaîne. Et bon, enfin, en tout cas, Benoît, si jamais tu regardes cette vidéo, je te remercie beaucoup. Autre youtubeur que je suis, alors Seb Création Bois. Je pense que vous devez peut-être aussi le connaître. Alors, enfin, Seb, c'est pareil, c'est quelqu'un. Enfin, à chaque vidéo que vous regardez, vous apprenez un truc. Vous apprenez quelque chose sur la menuiserie. Et ça, moi, je sais que j'ai appris énormément de choses sur le travail à la toupie. Il a fait des superbes vidéos, il fait des superbes réalisations. Là, il est parti dans la marqueterie sur des essais. Pareil, bon, moi, je ne suis pas sûr d'être capable de faire ce qu'il fait parce que c'est vraiment très précis et c'est super propre. Donc oui, Seb Création Bois. En plus, j'ai eu l'occasion aussi de discuter avec lui sur Instagram. Et c'est quelqu'un de très accessible et vraiment super gentil. Quel autre youtubeur? Alors, je regarde aussi beaucoup de petites chaînes YouTube comme la mienne parce que je trouve que c'est des chaînes qui sont bah, accessibles. Je vous ai parlé peut-être tout à l'heure, je ne me rappelle plus, de la chaîne Womancraft de Arnaud. C'est quelqu'un bah, que je côtoie sur les réseaux, et c'est quelqu'un qui est super gentil, très agréable. Il fait beaucoup de fabrication avec de la récup. Donc si vous voulez aller voir, je vous remettrai aussi le lien. De toute façon, toutes les chaînes que je vous ai identifiées, j'essaierai de vous mettre les liens dans la vidéo. Je regarde aussi Cédric de la chaîne Création du Parc. Cédric, c'est pareil, c'est quelqu'un qui est extrêmement accessible. On a discuté il n'y a pas très longtemps justement sur du matériel vidéo parce que j'ai envie d'investir dans une GoPro. Donc voilà, il partage aussi alors, des choses un petit peu diverses et variées. Ah, excusez-moi. Allô? Allô, Stéphane? Oui, T'es dans l'atelier? oui, mais attends, je suis en train de filmer là. Ah bon? Ouais, je te rappelle. D'accord. Désolé. Donc oui, je parlais de la chaîne de Cédric, Création du Parc, avec qui bah, j'ai échangé récemment sur du matériel, notamment sur une GoPro.
Enfin, pareil, allez voir sa petite chaîne, ça lui fera plaisir. Et puis, pourquoi pas vous abonner aussi aux chaînes que je peux vous donner. C'est toujours motivant, ça permet de soutenir des petits youtubeurs comme moi qui ont envie de partager une passion. Donc, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner à leur chaîne et à leur laisser un petit commentaire. Dites-leur que vous venez de ma part, ça me fera plaisir et ça leur fera plaisir. Je suis aussi Kevin de la chaîne Le Petit Rabot. Pareil, Kevin, il vient de s'installer en tant que menuisier agenceur. Allez jeter un œil à sa chaîne, ça lui fera plaisir et moi aussi. Je suis aussi Rabot Bois, c'est Sébastien. Sébastien, avec qui j'ai aussi pas mal de conversations. C'est un artiste pour moi, c'est vraiment un artiste parce qu'il fait des créations de fou et il adore la sculpture et l'usinage de contreplaqué. Pareil, allez faire un petit tour sur sa chaîne YouTube ou sur son Instagram, ça lui fera plaisir et moi aussi. Qui est-ce que j'aime d'autre en tant que... Enfin, j'ai tellement peur d'en oublier que je suis désolé en tout cas si jamais j'ai oublié des personnes. Parce que voilà, on est une communauté aujourd'hui sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube qui est super, qui est vraiment géniale. Il y a beaucoup de relations entre nous, des relations qui sont bienveillantes, beaucoup de conseils, beaucoup d'entraide. Et franchement, c'est ce que moi je recherche pour tout ce qui est partage. Moi, j'ai pas d'autre but que de partager. J'ai pas d'autre but dans mes vidéos que de partager. Je ne cherche pas à vivre de YouTube. C'est pas ma façon de faire. C'est pas ma façon. Aujourd'hui, je vis très bien avec mon métier. J'aimerais, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, peut-être vivre de ma création bois. Mais en tout cas, pas de YouTube. C'est pas mon principe en tout cas. Une question. Alors, deux personnes me l'ont posée. Je pense qu'ils se reconnaîtront. Quand est-ce que l'on voit ton sourire? Alors Fabien Paul et puis Aurélie de Hatchoum et compagnie. C'est des personnes avec qui je discute quasiment tous les jours parce que voilà, ça fait quelques mois qu'on a appris à se connaître, quelques mois où on échange sur la vie du quotidien, sur nos réalisations à l'atelier. Et en fait, ils m'ont dit plusieurs reprises que je ne souriais pas sur les vidéos. C'est vrai. Alors c'est vrai parce que c'est pas facile en fait de se concentrer sur ce qu'on veut dire, de se concentrer face caméra. C'est pas facile de sourire. Alors j'essaie de le faire, bien entendu. Alors c'est pas de me forcer, c'est vraiment ce côté naturel qui est pas forcément évident, surtout face caméra, parce que il y a encore quelques temps, j'avais absolument horreur d'être filmé. Donc vous voyez, tout évolue. Mais en tout cas, je vais essayer, je vous promets les amis, de sourire un peu plus. Pardon. Depuis quand as-tu créé ta chaîne YouTube? Je crois que c'est 16 ou 17 mois exactement. Ma première vidéo, c'est une vidéo que j'ai réalisée pour un projet pour mon fils, un longboard en résine et bois luminaire que j'ai réalisé pour la chambre de mon fils. C'était la toute première vidéo, septembre 2018, je crois, ou octobre, je veux pas dire de bêtises, ou 2019, pardon, septembre 2019. Est-il facile de gérer une chaîne telle que la tienne, aussi bien en termes de temps, sujet, gestion de production? Alors oui, je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure. J'ai du temps pour moi par rapport à mon travail qui me permet de vivre et de faire vivre ma famille. Mais malgré tout, c'est énergivore une chaîne YouTube. Le temps de filmer, le temps de monter et le temps de mettre en ligne, surtout qu'en plus j'ai une connexion misérable au niveau d'Internet à la maison, c'est très long. C'est pour cette raison que je n'arrive pas aujourd'hui à tenir le rythme d'une vidéo tous les 15 jours. Comme expliqué tout à l'heure, une vidéo, pour moi, c'est un projet. Alors, je sais que, par exemple, Bricoseb fait des vidéos par épisode. Alors, moi, je n'y arrive pas. Alors, je ne sais pas pourquoi je n'y arrive pas. Alors, je vous avouerai que... est-ce que c'est parce que je me dis qu'un projet, c'est une vidéo? Ou est-ce que il faudrait que je prenne plus le temps de vous expliquer les choses pour que, justement, je puisse vous faire des vidéos un peu plus détaillées? D'ailleurs, dites-le moi en commentaire ce qui vous plairait en termes de style de vidéo, parce que moi je suis ouvert à tout et je ne suis pas ouvert à vous faire des vidéos que vous voulez absolument voir. Je fais des vidéos bien entendu que moi j'aime faire. C'est vraiment la première des choses par rapport à cette chaîne YouTube. C'est des vidéos, si je n'aime pas les faire, je ne les ferai pas, c'est évident. Mais c'est vrai que peut-être des vidéos avec des épisodes et des focus sur un assemblage ou sur une technique particulière, ça peut peut-être être intéressant. Dites-le moi en commentaire, de toute façon, je serai vraiment à l'écoute
de votre tour sur ce sujet. Tu vas t'arrêter à combien d'abonnés? Alors sincèrement, c'est pas une question d'abonnés. Alors bien entendu, moi ça me fait super plaisir de vous voir de plus en plus nombreux sur la chaîne. Moi ce qui compte aujourd'hui, c'est de pouvoir échanger avec vous. Alors échanger au travers des commentaires sous la vidéo, échanger aussi par l'intermédiaire de Facebook et Instagram. Par exemple, je vais vous donner l'exemple, le mur French Click qui est derrière. J'avais parlé dans la vidéo de vous mettre à disposition les plans. Alors, j'ai pas réussi à le faire sous les vidéos parce que je ne sais pas le faire. D'ailleurs, si vous savez comment faire, pardon, pour mettre des liens et pouvoir vous mettre à disposition sous chaque vidéo mes plans, je le ferai avec plaisir. Mais je ne sais pas le faire. Donc, je vous avais expliqué dans la vidéo. N'hésitez pas à me contacter sur Messenger ou sur Instagram. Et puis, je vous fournirai les plans. Et bah, du coup, j'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues vers moi. Et moi, ça m'a fait plaisir de pouvoir leur donner ces plans. Ça me fait plaisir en fait d'échanger avec vous. Et je vous dis, si j'ai des échanges aujourd'hui avec des personnes, que ce soit sur ma page Facebook, vous êtes aussi de plus en plus nombreux à me suivre, ou sur Instagram, où c'est pareil, vous êtes très nombreux à me suivre. Moi, c'est ce qui compte, l'échange et pouvoir vous donner des explications, vous dire voilà, moi je ferai comme ci ou comme ça. Alors après, bien entendu, c'est à vous de prendre la décision de comment vous voulez faire les choses. Mais si je peux vous aider sur une réalisation ou sur un usinage, et ben moi, c'est ce qui me fait plaisir en fait. Donc le nombre d'abonnés, c'est bien entendu, parce que plus vous avez d'abonnés, plus vous avez de likes, plus vous avez de commentaires, plus vous avez de visibilité sur YouTube. Mais voilà, ce n'est pas le but premier. Le but premier, c'est vraiment de partager. On passe au dernier thème. Alors, le thème projet et source d'inspiration. Alors, quel est le projet dont tu es le plus fier? Là, le projet dont je suis peut-être le plus fier, c'est le projet du bureau surf de mon fils. Parce que là, il y a un lien émotionnel et affectif, bien entendu. C'est peut-être pas forcément la réalisation la plus dure ou la plus folle que j'ai fait ou que j'aurai à faire. Mais en tout cas, c'est certainement celle qui m'a donné le plus de plaisir. En plus de ça, je crois que c'est avec cette vidéo et même avec cette réalisation que j'ai vraiment commencé à aimer le partage. Parce qu'avant, je faisais les choses pour moi en vase clos dans mon atelier, mais j'avais pas cette envie parce que c'était quelque chose qui était difficile pour moi de partager parce que c'est pas dans ma nature initialement de partager, surtout en vidéo, hein. Partager au quotidien et partager des choses entre amis, ça au contraire, c'est un but aussi, pas un but dans la vie, mais c'est une raison de vivre. Donc oui, le bureau surf. Et là, je peux dire merci à Dino de la chaîne With Your Hand parce que je crois que c'est le premier qui a cru en moi, en me posant la question, parce que j'avais dû partager sur ma page Facebook où on devait être une centaine d'abonnés peut-être, partager donc cette réalisation. Et en fait, il m'a posé la question, il m'a dit, est-ce que tu m'autorises à repartager sur ma page? Et en fait, il l'a fait. Et derrière, ça m'a motivé en fait, parce qu'il a été bienveillant. D'ailleurs, il a été même plus que bienveillant, puisque dans une autre de ses vidéos, il y a quelque temps, il a fait aussi un clin d'œil, un peu comme Benoît Pirard a fait un clin d'œil dans sa vidéo, a fait un clin d'œil en disant aux gens, allez voir, c'est une petite chaîne, le gars il fait du travail sympa et tout. Bah, en tout cas, voilà, moi je peux que remercier Dino parce que je pense que c'est avec ces rencontres que l'on a au cours de ces partages que en fait on fait évoluer notre chaîne, on fait évoluer notre façon de travailler, on fait évoluer nos envies, nos réalisations. Donc Dino, je te remercie et puis hâte de te revoir en vidéo. Pareil, je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube en description. Parce que voilà, c'est une belle personne aussi et hâte de le revoir aussi en vidéo en tout cas. Quelle est ton essence de bois préférée? Alors j'aime beaucoup le frêne. Malheureusement, j'en ai très peu à l'atelier. C'est un bois que j'adore parce que je trouve ça joli au niveau veinage, notamment le frêne olivier. J'avais fait une table pour une amie il y a de cela déjà quelques temps et j'avais sincèrement adoré ce projet. J'aime beaucoup aussi l'orme. Alors c'est pareil, c'est un bois que j'ai peu, mais que j'ai d'ailleurs réalisé la table pour mon frérot. J'en ai encore quelques beaux plateaux. Je ne sais pas, peut-être que je ferai ma table de salon ou de salle à manger un jour avec ce bois. J'aime aussi le chêne parce que je trouve ça très joli. Il peut y avoir des super veinages, des maillages assez jolis. Le noyer, qu'est-ce que j'aime d'autre comme bois?
Euh, J'aime beaucoup le bois assez clair en général. Donc oui, le frêne olivier, je pense que c'est vraiment mon bois préféré. Pourrait-on avoir un retour sur tes anciennes réalisations? Quelles modifications apporterais-tu à cette réalisation? Alors, oui, par exemple, bah, je viens de vous parler de la table que j'ai réalisée en frêne. J'avais fait des assemblages un petit peu trop serrants. D'ailleurs, je suis en train de vous préparer une vidéo sur la fabrication d'une nouvelle table où justement j'ai appris de mes erreurs que j'avais faites sur cette table, où j'avais un peu trop contraint le plateau, ce qui a fait qu'il s'est un petit peu, pas déformé, mais fissuré. Mais je vous en parlerai un petit peu plus dans le détail justement dans cette prochaine vidéo où j'ai déjà filmé tous les rushs. Bon, j'ai tout le montage à faire vidéo, mais voilà, je pense que ça sera après cette vidéo FAQ, certainement la vidéo que vous verrez sur YouTube. Donc oui, j'ai appris de mes erreurs. J'ai appris aussi que bah, du bois comme du Douglas, c'est un bois qui travaille énormément. La pergola que j'ai réalisée pour la maison, que vous avez aussi en vidéo, elle a beaucoup travaillé. Alors c'est fissuré. La structure n'a pas bougé en elle-même parce que je l'avais correctement dimensionné et chevillé. Mais le Douglas a beaucoup travaillé. En fait, il s'est fondu par l'action de la chaleur, notamment liée à une sécheresse qu'on a eue il y a déjà de cela un an ou 2 ans au moment où j'ai fabriqué cette pergola. Donc oui, c'est des choses, je pense qu'il est important et utile de pouvoir revenir parce que on montre en général ce qui se passe bien en vidéo et c'est vrai ce qui se passe mal, on ne montre pas. Donc il est peut-être important à un moment donné qu'on dise voilà, cette chose-là c'est pas bien passé pour telle et telle raison. Je pense qu'à l'avenir j'essaierai de le faire de façon un peu plus régulière en tout cas. Quels sont les prochains projets? Alors la liste est très longue. Parce que en fait, ma femme, ma fille, mon fils m'ont fait un planning. Alors je vous mens pas, hein, ma fille de 12 ans elle m'a fait un planning sur ordinateur avec une échelle de temps, les projets à faire, les enchaînements des étapes et des actions à faire. Voilà, parce qu'en fait, je lui ai promis de faire son lit. Alors, le projet aussi évolue en fonction de ses envies. Donc, le cahier des charges au début, il est à l'état 1, il passe à l'état 2, et là on doit être à la au moins 17 ou 18e version. Donc vous voyez, il y a déjà eu de l'évolution entre deux. Heureusement que j'ai pas trop fait les choses rapidement d'ailleurs. Donc oui, j'ai plein de projets, notamment donc modifier le lit de son frère pour l'adapter et le mettre dans sa nouvelle chambre avec une petite estrade, faire un petit coin cocooning dessous parce que c'est un lit mezzanine. J'ai son bureau à faire, j'ai une petite commode aussi à réaliser. Alors pour son frère, j'ai un lit double à faire, alors bois et métal, parce qu'il a envie que je lui donne cet esprit industriel. Une commode, un petit meuble télé pour mettre dans sa chambre aussi. Pour ma femme, bah, j'ai son atelier créatif à faire, donc une pièce à aménager totalement dans la maison avec du bois et du métal. Et peut-être des systèmes de rangement évolutifs, je ne sais pas trop encore, mais j'ai déjà commencé à travailler sur les plans. Donc, vous voyez déjà pas mal de projets, donc ils vont prendre déjà un certain temps. Et puis aussi pour l'atelier, j'ai d'autres projets. Alors, le projet que j'ai déjà filmé, c'est la modification de cette table, mais il y aura certainement une évolution parce qu'il y a des petites choses sur le guide que vous voyez là que j'ai envie de modifier. Donc voilà, ça. Ensuite, bah, le réaménagement de l'atelier aussi, peut-être l'extension de l'atelier comme déjà discuté tout à l'heure pour avoir une pièce isolée et pouvoir faire les collages dans de bonnes conditions. J'aimerais aussi, proche du bassin, faire une terrasse avec une pergola et puis y mettre un petit jacuzzi, vous savez, jacuzzi pardon, gonflable. Donc voilà, faire une petite intégration. Alors c'est pareil, c'est voilà, des projets qui sont assez conséquents, donc je pense que j'aurai pas assez de toute façon de l'année pour pouvoir le faire. Alors je ne sais pas trop dans quel ordre les choses vont arriver, même si j'ai un planning qui commence à être un petit peu détaillé vis-à-vis de ma fille. Il peut arriver parfois que je intercale un projet parce que bah, voilà, l'envie de le faire passe avant. J'ai aussi envie de faire une guitare. Alors une guitare parce que je vous ai parlé tout à l'heure, ou je ne sais plus si je vous ai parlé pardon, de la chaîne de Vincent Brun, luthier amateur. Moi, c'est un gars qui me donne envie de faire des instruments de musique. Alors, j'avais déjà envie de la réaliser, bien entendu, depuis longtemps, mais voilà, j'ai envie de faire une guitare électrique. Parce que voilà, c'est un instrument que j'aime beaucoup, que je ne pratique pas, hein, je ne suis pas musicien, mais voilà, c'est un instrument que j'aurais aimé jouer. Voilà, c'est aussi un projet qui va certainement arriver aussi dans l'année. Maintenant, vous dire à quelle étape de l'année, je ne sais pas encore.
Quel projet tu rêverais de faire si tu en avais les moyens, les capacités? Alors j'adorerais faire une mini maison, vous savez, les tiny house, parce que je trouve ça, il faut se creuser la tête pour pouvoir intégrer dans un espace réduit euh, tout le confort d'une mini maison. La cuisine, le salon, une petite salle de bain, un endroit pour dormir, les WC, enfin voilà, c'est vraiment un projet que j'aurais aimé faire. Bon, après, voilà, faut en avoir les moyens parce que ça coûte malgré tout un petit peu d'argent de faire une tiny house. Parce qu'il y a toute la structure, acheter la plateforme avec les roues, la remorque, enfin, etc. Mais c'est un projet ouais, qui me plairait beaucoup en tout cas. D'ailleurs, je crois que euh, Fleur de Bois, Jean-Yves, a, je crois, le projet d'en faire une. Je sais qu'il a partagé à un moment donné pas mal de photos de Tiny House. Et ça, c'est un projet, sincèrement, qui est vraiment motivant en tout cas. Quelle technique est efficace et durable pour faire un bon collage pour un plateau de table pour éviter qu'il ne travaille? Alors justement, ça fera le sujet de la prochaine vidéo, la vidéo de la réalisation d'une table. Alors j'ai utilisé des techniques. Alors, c'est peut-être pas forcément les meilleures, mais en tout cas, c'est celles que j'ai utilisées. Mais je vais vous l'expliquer dans le détail. Je vais vous expliquer aussi pourquoi il faut coller de telle façon, pour éviter qu'en fait le bois ne travaille. Mais en tout cas, ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Pour qui sont destinées tes réalisations? Alors, comme je vous l'ai dit, dans un premier temps, ma famille, ma maison, notre maison, ma famille proche, bien entendu, et puis les amis, un petit cercle d'amis autour de nous, pour qui bah, j'ai envie de faire des projets parce que bah, voilà, ils viennent vers moi et ils me disent voilà, j'aimerais ça, ça, ça. Donc, on a une petite phase de discussion en amont, et puis après, bah, ils me laissent des fois même libre cours à mon imagination, et ça, forcément, c'est ce que je préfère parce que ça permet d'être le plus créatif. Mais voilà, c'est vraiment autour de moi aujourd'hui. Quelle est la plus grosse difficulté ou échec que tu as rencontré sur un projet? Alors la plus grosse difficulté, ça a été sur le dressing, les conditions de fabrication qui étaient vraiment difficiles par rapport au froid. Donc ça, c'est vraiment le point sur lequel j'ai le plus souffert, on va dire, galéré. Ensuite, au début, j'ai pas fait attention sur certains projets, alors pas les projets que je vous ai partagés là, mais il y a déjà quelques temps, heu, sur les modes d'assemblage et les sens d'assemblage du bois. J'avais pas forcément conscience que si j'assemblais pas correctement, mon bois pouvait tuiler, mon bois pouvait, se fendre, ou se décoller. Donc, ça c'est, ouais, c'est quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure du temps. Alors, vous dire sur un projet particulier, l'échec que j'ai subi, comme ça me vient pas à l'idée. Mais, ouais, c'est vraiment, le côté froid pour le dressing et le côté, erreur, liée à certains types d'assemblages que j'ai faits qui n'ont pas tenu. As-tu prévu une vidéo sur les calculs d'angle pour la réalisation d'une serre, par exemple? Alors, pas dans l'immédiat, mais c'est quelque chose aussi que je m'exclus pas parce que ma femme aime bien jardiner et je pense qu'une petite serre lui permettrait de pouvoir faire des semis au printemps. Donc, oui, c'est quelque chose qu'il faudrait que j'essaie d'étudier, mais alors, pas cette année, je vous rassure, parce que, enfin, je vous rassure, pas cette année parce que le planning est déjà bien chargé. Vas-tu refaire des projets avec de la résine? Alors, dans l'immédiat, non, mais je ne l'exclus pas parce que j'avais bien aimé réaliser ces projets. Donc oui, c'est quelque chose que je referai un jour ou l'autre. Alors peut-être d'ailleurs avec la guitare, peut-être un mélange de bois et résine, parce qu'il y avait Julien de Recoup Project qui l'avait fait, et puis aussi Jean de la chaîne Adopte une caisse, qui avait fait des super guitares en résine. Moi j'avais adoré leur guitare, enfin, c'était magnifique quoi. Donc oui, peut-être que je referai aussi de la résine pour une guitare. Comment t'approvisionnes-tu en bois, choix sec ou le fais-tu sécher? Alors j'ai deux sources d'approvisionnement. La première source d'approvisionnement, c'est aujourd'hui en fait ce que mon papa a coupé il y a des années. Parce que je vous l'ai expliqué tout à l'heure aussi, mon papa aimait couper le bois en forêt pour se chauffer, et quand il voyait un bel arbre, il se disait c'est vraiment dommage de le mettre en bois de chauffage. Donc il faisait débiter soit des planches, soit des poutres dans les arbres, donc dans du chêne, dans du Douglas, dans du frêne, alors frêne pas beaucoup, non, dans du châtaignier, dans de l'alisier aussi. L'alisier c'est un super bois. Il n'est pas très connu, mais c'est un bois que moi j'adore travailler. J'avais d'ailleurs fait notre lit. Alors, il faudrait que je vous retrouve une petite photo si je peux pour vous la mettre ici pour que vous puissiez voir le lit que j'avais réalisé avec les deux petites tables de chevet. Alors, c'est quelque chose que j'ai réalisé il y a déjà pas mal d'années, hein. Je ne partageais pas encore sur les réseaux.
Donc oui, la première source, c'est en fait mon bois, le bois, c'est mon papa qui en a fait couper une belle quantité, notamment du chêne. Donc ça me permet de pouvoir faire des projets à des coûts relativement intéressants. Euh, L'autre source, c'est bien entendu ma scierie. Alors j'ai une scierie à une dizaine de kilomètres où j'ai trouvé du noyer, où je prends mon Douglas aussi parce que le Douglas j'en ai plus assez pour pouvoir faire les projets. C'est là-bas que je l'achète. J'achète aussi mon frêne là-bas avec des prix très intéressants. Vous pouvez acheter. Alors il vous fait vraiment, enfin il est vraiment très arrangeant parce que vous pouvez acheter à l'unité la planche, mais vous pouvez acheter aussi la bille, le plot. Vous pouvez acheter ouais, vraiment le besoin que vous avez en fait. Donc ça, c'est super appréciable. Voilà, ça c'est ma source. Alors je vais aussi en grande surface de bricolage pour certains panneaux, notamment les panneaux de particules ou les panneaux d'OSB. Alors panneaux d'OSB, j'ai un fournisseur local chez qui j'ai pris tous les matériaux pour la construction d'ateliers. C'est là-bas que je me fournis. Les prix sont un petit peu plus intéressants qu'en GSB parce que c'est vrai que quand on voit les prix ramenés au mètre cube de certaines planches en grande surface de bricolage, c'est absolument hallucinant. C'est exorbitant les prix qu'ils pratiquent. Alors quand vous avez besoin d'une planche, c'est jouable, mais si vous avez besoin de plusieurs planches pour réaliser vos projets, c'est vraiment hors de prix, quoi. Quelles sont pour toi les habitudes pour être précis dans ton travail? Les habitudes, alors pour être précis, bah, faut prendre son temps. Euh, il faut tracer, il faut vérifier plusieurs fois son traçage avant de passer à l'usinage parce que voilà, si vous usinez et que vous n'avez pas fait gaffe, votre pièce elle est foutue, vous devez recommencer. Pour être précis, j'ai pas de solution miracle en fait. Je pense que c'est de prendre son temps. C'est vraiment ce qui est le plus important. Quel est ton assemblage préféré? Alors moi j'aime beaucoup les queues d'aronde. Alors je ne suis pas un spécialiste, j'en ai fait quelques-unes, d'ailleurs j'avais montré sur Facebook et sur Instagram. Je ne suis pas super précis sur ces usinages-là, mais c'est quelque chose que je vais essayer de développer un peu parce que j'ai des tiroirs à faire notamment pour le nid de ma fille et j'aimerais bien faire ces assemblages. J'aimerais vraiment essayer de me creuser un peu la tête pour pouvoir faire des choses assez jolies. Donc des assemblages, soit débouchants ou pas. Voilà, ouais, moi je crois que l'assemblage à queue d'aronde, c'est celui que je préfère. Après, il y en a plein d'autres, mais des assemblages qui sont hors de ma portée, les assemblages japonais. Alors, je ne vous donnerai pas les noms parce que j'arriverai pas à les prononcer. Mais ouais, des assemblages japonais qui sont des assemblages de fou, quoi. Si tu devais donner un conseil à un débutant, lequel serait-ce? Euh, alors, je vous donnerai pas un conseil technique parce que je pense que j'en ai pas les connaissances pour le faire. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Moi, je pense qu'il faut en fait prendre du plaisir dans ce que tu fais. Ça, c'est l'essentiel. Être fier de son travail, être fier de sa réalisation, être fier de sa fabrication. Je pense que c'est ce qui est le plus important, à mon avis, pour débuter. Et croire en soi, en fait. C'est facile à dire, hein, vous me direz, parce que moi, j'ai eu des doutes aussi hein, sur certaines choses. Mais c'est croire en soi, c'est le plus important. Aimerais-tu explorer d'autres domaines du bois, du travail du bois? Exemple, marqueterie, ébénisterie ou sculpture. Alors j'aimerais beaucoup m'essayer à la sculpture. Alors c'est quelque chose qui m'attire, ça c'est indéniable. La marqueterie, j'aimerais aussi, mais peut-être dans un second temps. L'ébénisterie, bon, fabrication de meubles, j'en fais un petit peu, mais je suis loin d'être ébéniste, hein. Je fabrique mes meubles du mieux que je peux. Mais ouais, la sculpture. La sculpture, c'est quelque chose que j'aimerais bien. Et le tournage aussi sur bois, parce que j'ai un petit tour à bois que vous avez jamais vu, qu'il faudrait que je remette en fonction un jour ou l'autre. Mais ouais, le tournage sur bois aussi, ça me plairait bien. Une question que je ne suis pas capable de répondre, d'ailleurs, il faudrait peut-être que je demande à mon sieur de bois, quelle est la différence entre la peinture verte ou bleue que l'on retrouve sur les bois en Syrie? Donc là, je suis un peu sec, je vous avouerai que je ne sais pas. Ça serait peut-être bien si d'ailleurs vous avez la réponse de me le dire en commentaire. Comme ça permettrait de pouvoir en profiter, faire profiter toutes les personnes qui ont visionné cette vidéo. Comment as-tu réalisé ta table de soudure? Ma table de soudure, j'avais fait des roches, mais je n'ai pas souhaité la mettre en vidéo parce que c'est quelque chose que je maîtrise pas totalement. Donc c'est des tubes classiques, hein, carrés, avec des tubes métalliques fer plat. Je sais pas trop quoi vous dire par rapport à la réalisation de cette table.
Faudrait peut-être qu'à un moment donné, je fasse une petite vidéo, alors peut-être sans parole, parce que du coup, c'est une vidéo qui, enfin, c'est des rushs qui datent de déjà quelques temps. Donc, oui, je vais peut-être essayer de vous faire une vidéo là-dessus dès que je pourrai, quoi. Alors, dernière question, où trouves-tu ton inspiration pour tes créations et pour l'aménagement de ton atelier? Alors, moi, je regarde beaucoup YouTube. Je suis un gros consommateur de vidéos, notamment pour l'atelier. Je sais que j'essaie de trouver des idées à droite à gauche. Et sur YouTube, c'est quand même assez facile de pouvoir trouver certaines réalisations et créations, notamment par exemple le mur French Lit. Hein. J'ai rien inventé parce que sur YouTube, vous en trouvez beaucoup. Mais voilà, c'est vraiment une source d'inspiration pour l'atelier. Idem hein, pour la réalisation des meubles. Hein. Sur YouTube, vous trouvez énormément de choses pour la fabrication des tables, la fabrication de meubles, de bibliothèques, etc. Donc YouTube, ça c'est la première source d'inspiration. Ensuite, il y a un site, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'Air du Bois. Alors c'est un site qui a été créé, un forum, un site en fait d'entraide et de partage, qui a été créé par Boris Bolland. J'espère que je n'écorche pas son nom. C'est un menuisier de métier aussi, hein, il fait d'ailleurs de superbes réalisations. Et c'est un site sur lequel, enfin, si vous avez l'occasion d'aller jeter un œil, vous verrez, il y a des réalisations, c'est absolument, c'est dingue, c'est super joli, c'est magnifique ce qui est fait. Donc ouais, c'est un site sur lequel vous pouvez trouver beaucoup de sources d'inspiration. Et puis je cherche aussi sur Pinterest parce que il y a des fabrications aussi qui sont très jolies et ça permet de pouvoir avoir des idées des fois un peu différentes. Donc ce sont vraiment ces trois sources d'inspiration, enfin de recherche et de documentation qui me permettent moi de aujourd'hui réaliser mes meubles pour la maison, les choses pour l'atelier. Alors bien entendu toujours en essayant d'y ajouter une petite touche personnelle parce que c'est quand même plus agréable de pouvoir y ajouter cette touche. Voilà, je pense que j'ai été, enfin j'espère avoir été en tout cas le plus précis possible par rapport à toutes ces questions. Alors c'est une vidéo qui est un peu longue, alors j'espère qu'elle ne sera pas ennuyeuse pour vous. En tout cas, moi ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir répondre à toutes ces questions parce que voilà, il y a une interaction, il y a de l'échange et c'est ce que j'apprécie, c'est ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne semaine. Faites de beaux projets et de beaux copeaux dans vos ateliers.